Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Hypersensibilité, troubles alimentaires et addiction, quel lien, quelle solution? Je m'appelle Anita Rossier, je suis ingénieure chimiste et maître praticienne en hypnose entre autres. Et j'ai vraiment tenu à réaliser cette vidéo qui a été très importante pour moi, soit parce que j'ai été moi-même concernée par certains des troubles que je vais présenter dans cette vidéo, soit parce que quelqu'un de ma famille a été concerné ou est encore concerné. Donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'avoue que cette vidéo a été, on va dire, compliquée à préparer et voilà, je suis vraiment fière aujourd'hui de pouvoir présenter le fruit de ce travail devant vous. Alors qui suis-je? Je suis en premier lieu, eh bien, comme je vous l'ai dit, de formation scientifique. J'ai exercé ce métier pendant une quinzaine d'années. Je l'exerce toujours, en partie d'ailleurs, pour l'instant. Et puis, suite à une crise spirituelle majeure qui a duré, je ne vous le cache pas, plusieurs années, j'ai souhaité me reconvertir professionnellement. C'était certainement aussi le fruit d'un long travail de développement personnel, tout d'abord 10 ans de psychanalyse, diverses thérapies en EMDR, en hypnose, etc. Pour ensuite choisir de me former dans diverses voies, tout d'abord le coaching, mais finalement c'est dans l'hypnose que je trouverai ma voie, dans le Touch for Health. J'ai également une formation en massage, en voix chamane, etc. Et vous trouvez plus d'informations sur mon parcours, sur les diverses techniques que je pratique sur mon site internet www.meditation-hypnose.ch ou www.anizen.ch. Alors, je vais tout d'abord commencer par l'hypersensibilité en général, et puis je vais présenter encore une fois certaines des choses qu'on peut entendre, et si vous êtes hypersensible, que vous avez peut-être déjà entendu, et qui c'est vrai, qui font souffrir et qui contribuent à alimenter un petit peu la blessure identitaire dont je parlerai tout à l'heure. La première chose, déjà, c'est qu'on pensait, notamment les psychanalystes et puis d'autres psychiatres et médecins, que c'était un problème névrotique en fait, que c'était une forme d'immaturité émotionnelle, que c'était lié en tout cas à une maladie psychiatrique, euh, certainement de suite de blessures émotionnelles plus ou moins graves, et puis en tout cas que ça donnait des personnes qui étaient marginales et qui se complaisaient finalement dans une certaine forme de marginalité, alors qu'au fond, malheureusement, on sait que beaucoup de personnes hautement sensibles font tout ce qu'elles peuvent pour essayer de correspondre à la norme sans vraiment y parvenir, et je vous expliquerai aussi tout à l'heure pourquoi cet état de fait. En tous les cas, on entend très souvent qu'on est des gens compliqués, qu'on se complique la vie, qu'on pense trop, etc., qu'on est susceptible, blablabla, blablabla. Ce qui explique d'ailleurs en grande partie pourquoi on voudrait tellement parfois guérir de cette maladie d'hypersensibilité. Mais j'espère en tous les cas qu'après cette vidéo, vous aurez au moins commencé à changer d'opinion, si pour l'instant c'est votre opinion. Alors, qu'est-ce que l'hypersensibilité au fond? Qu'est-ce qu'on entend par ce terme? Alors déjà, c'est évident que la sensibilité, déjà, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'on parle de sensibilité émotionnelle? Est-ce qu'on parle de sensibilité psychique? Est-ce qu'on parle de sensibilité sensorielle? Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui va évoluer au cours du temps. C'est une capacité, une compétence qu'on aurait. Puis en fonction de comment on prend soin de son corps et de son esprit, c'est une faculté qui peut être mise à l'épreuve ou au contraire être développée, et que c'est évidemment quelque chose qui n'est pas qui va pas stagner tout au long de la vie. Mais aujourd'hui, je vais quand même consacrer cette vidéo à mon sujet de prédilection, qui est donc le sujet qui a été développée notamment par Ellen N. Aron, qui est doctoresse, chercheuse sur ce sujet-là, des highly sensitive persons. Je préfère ce terme en anglais parce que je le trouve moins péjoratif, qu'on traduirait en français d'ailleurs par personne à haute sensibilité. Alors j'ai mis un nourrisson sur cette image parce que évidemment c'est quelque chose de congénital. Ça veut dire que on vient au monde avec cette condition, avec cet état de fait, avec cette haute sensibilité, en tout cas pour certains d'entre nous. Et puis c'est pas quelque chose qui va pouvoir changer au cours de la vie, même si on se force énormément, parce que c'est défini par notre neurobiologie. Il semblerait d'ailleurs que les premières modifications cérébrales interviennent déjà à la 28e semaine de grossesse. Je dis ça aussi pour toutes les mamans qui peut-être se sentent coupables
ou qui pensent avoir fait quelque chose de faux pendant la grossesse, ou voilà, quand l'enfant était tout petit, pour qu'il devienne aussi sensible, voilà. Eh bien non, vous n'avez rien fait de faux, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'individualité de la personne et c'est pas obligatoirement un problème si on sait comment bien vivre avec. Je dirais même au contraire, ça peut devenir une grande chance. Alors, on observe d'ailleurs justement si on fait des études sensorielles, disons de la réponse sensorielle chez ces nourrissons, qu'il y a 20% de la population des individus qui vont répondre à un stimuli sensoriel plus rapidement que les 80 autres pourcents de la population. Et vous voyez que quelle que soit la famille, elle est distribuée selon une courbe normale. Alors, je tiens à dire qu'il s'agit uniquement d'une image qualitative que j'ai essayé de reproduire moi-même et que c'est en tout cas pas à valeur scientifique avec des chiffres que vous pouvez forcément utiliser. Hein. C'est juste une image, mais c'est pour représenter justement que voilà, il y a vraiment deux familles d'individus qui ont d'ailleurs des rôles différents dans la société et que c'est également présent chez une centaine d'espèces animales. Et puis j'aimerais aussi dire que même si je parle de famille sur ce schéma et que je vais donner des grandes généralités, c'est évidemment encourager que chacun exprime sa sensibilité à sa façon, qu'elle se sente faire partie d'une famille ou de l'autre famille d'ailleurs. Il est évident que nous sommes tous des individus uniques, que nous sommes la conjonction de tout un tas de paramètres, notamment de notre biologie, de notre métabolisme, mais aussi de notre histoire, de notre hérédité, et puis voilà, encore d'autres facteurs évidemment de notre culture, de notre sexe, etc. Donc je voudrais en tout cas pas mettre les gens dans des cases, simplement peut-être apporter certaines pistes de compréhension sur votre fonctionnement. Donc vous vous demandez peut-être en regardant cette vidéo, mais est-ce que je fais vraiment partie de cette catégorie des personnes hautement sensibles? Il y a pas mal de gens qui voudraient que je les diagnostique. Alors déjà, comme c'est pas une maladie, il n'y a pas de diagnostic. Et puis si jamais il y en avait un, de toute manière, n'étant pas médecin, je ne serais absolument pas habilitée à le donner. Mais on peut quand même se reconnaître ou pas dans certains des adjectifs que je vais proposer ici. Et puis vous trouvez par exemple dans le livre de Ellen N. Aron qui s'appelle ces gens qui ont peur d'avoir peur, des tests, voilà, même sur le net, etc., pour essayer de déterminer si oui ou non vous vous reconnaîtriez dans une famille ou l'autre des individus. Alors, en général, les personnes hautement sensibles reconnaissent qu'elles sont émotionnelles. Souvent d'ailleurs, elles trouvent qu'elles sont trop émotionnelles ou qu'elles ne ressentent pas les bonnes émotions au bon moment, en tout cas que c'est pas adéquat, que c'est trop, etc., etc. Donc voilà, on verra aussi tout à l'heure que ressentir des émotions, c'est un pouvoir immense, ça permet de se sentir vivant. Donc là aussi, c'est beaucoup une question de point de vue, mais en tous les cas, il est évident que selon la neurobiologie, les personnes hautement sensibles auront plus tendance à ressentir des émotions, elles seront également plus fortes. Elles ont la capacité aussi de ressentir des informations subtiles et notamment de pouvoir percevoir les émotions d'autres personnes. On verra tout à l'heure que c'est une grande chance, puis que ça peut aussi apporter de la confusion. Vraiment, si on ne sait pas déterminer quelles sont nos émotions, des émotions des autres personnes. Ce sont souvent des personnes très déterminées, persévérantes. Ça peut aller jusqu'à la psychorigidité et une incapacité à lâcher prise. Voilà, laisser les choses aller quand c'est pas possible, par exemple. Mais en tous les cas, ça reste des personnes avec une grande force de détermination. Elles sont aussi imaginatives, créatives et intuitives. Ce sont toutes des compétences qui sont plutôt cerveau droit. On verra tout à l'heure que c'est justement le cerveau de prédilection des personnes hautement sensibles. Puis c'est une grande chance pour elles, pour autant qu'elles ne se perdent pas dans leurs illusions. Ça reste un guide immense dans leur vie, puis une façon de trouver leur voie, de se sentir vivant et puis de se sentir porté vraiment par quelque chose. Ce sont aussi des personnes qui peuvent être analytiques, c'est plutôt une conséquence du cerveau gauche, mais justement souvent pour pallier à leurs différences et à leur côté créatif, il y a pas mal de personnes sensibles qui vont surdévelopper cet aspect analytique d'elles-mêmes, qui peut aller jusqu'à l'introspection. Ça aussi, c'est une grande qualité, la capacité de se poser des questions sur soi, de vouloir évoluer, de se comprendre, mais ça peut malheureusement aller jusqu'au doute permanent d'elle-même, ce qui va générer pas mal de souffrance chez certains. Ce qui génère aussi pas mal de souffrance, c'est le côté consciencieux. Je trouve ça magnifique d'être quelqu'un de consciencieux, de pouvoir faire les choses du mieux qu'on peut, mais parfois ça se
retourne contre elle parce que ça devient du perfectionnisme et on n'a plus le droit de faire des erreurs, on devient extrêmement exigeant avec soi-même, parfois même avec les autres, l'entourage, etc. Donc ça peut devenir compliqué également, faire souffrir parfois. Et puis un besoin de contrôle, hein, ça s'explique probablement par ce monde intense qu'elles vivent à l'intérieur d'elles-mêmes, ces tempêtes sensorielles, je vais expliquer ça encore plus en détail tout à l'heure, et puis aussi parfois elles sentent bien qu'elles sont différentes, ou je devrais dire on sent bien qu'on est différent, plus ou moins inconsciemment, puis on va chercher à analyser le monde, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, voilà, comment détecter ci ou ça quand on nous ment, etc. Donc ça peut devenir très très mental, tout ça, très intellectuel justement pour essayer de compenser ces émotions fortes à l'intérieur de soi. Et puis aussi, c'est amplifié par ce côté déterminé, comme je disais tout à l'heure. Et puis ça aussi, l'incapacité de lâcher prise, ça peut, on verra, faire souffrir, hein. Puis un besoin de solitude. Alors, tous les hypersensibles ne sont pas solitaires, certains ont vraiment besoin d'ailleurs d'avoir quelqu'un autour d'eux, ça les rassure, mais en tous les cas, un besoin de se retrouver dans son cocon, dans ses repères, voilà, pour aussi reposer cette surstimulation neuronale. On verra tout à l'heure encore plus en détail. Alors on vient au monde avec cette haute sensibilité parce que justement c'est en grande partie neurobiologique. C'est aussi présent chez plus de 100 espèces animales, ce qui conforte dans l'idée que ce n'est pas du tout un problème, une maladie psychiatrique ou je ne sais, et que ça fait partie en fait des conditions pour qu'une espèce puisse perdurer. Cette capacité à être empathique, cette capacité à ressentir le danger, à ressentir les informations subtiles, ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, ça concerne 10 à 20% de la population. Donc, si jamais vous vous sentez seul, voilà, c'est probablement pour l'instant, vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez besoin d'isolement, mais c'est en réalité, on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on croit et plus on assume cette sensibilité, plus on va être attiré et attiré à soi des personnes qui sont également sensibles. Et finalement, on peut tout à fait avoir un cercle d'amis proches, authentiques, en étant une personne hautement sensible. Ce sont des personnes qui vont fonctionner préférentiellement sur leur cerveau droit. Il est bien évident que c'est jamais uniquement le cerveau droit ou d'ailleurs uniquement le cerveau gauche et que c'est de toute façon pas aussi simple, c'est pas certainement pas aussi simple que droite ou gauche, mais c'est juste pour expliquer. Mais préférentiellement, elles vont avoir plus de compétences qui sont en général attribuées au cerveau droit et on verra ce que ça veut dire encore. Et je le disais déjà, un système nerveux très efficient. Ça s'explique via divers paramètres, mais en tous les cas, il y aurait plus de connexions neuronales, probablement pas plus de neurones, mais plus de connexions neuronales chez les personnes hautement sensibles, ce qui fait que ça va très très vite pour elles, souvent une pensée vive, et puis des émotions fortes, et puis elles vont aussi avoir des fortes réactions aux stimuli sensoriels autour d'elles, on a déjà vu ça précédemment. Ça veut dire quoi, cerveau droit? Eh bien justement, c'est un cerveau qui est, comme on le voit sur cette image, très créatif, très coloré, qui aiment la musique, qui aiment l'imagination, qui se sont connectés avec le monde, avec les animaux, qui a envie souvent d'écrire, voilà, et qui va réfléchir comme ça par association d'idées. Ça va très très vite. C'est normalement un cerveau aussi intuitif, donc ça va tellement vite que le conscient est quelque part surchargé. Et souvent, justement, la réflexion se fait de manière rapide, inconsciente, et uniquement un ressenti, une intuition qui vient à la conscience et qui est peut-être au début mal comprise par l'enfant, notamment à l'école par exemple, ou même par les adultes, ce qui fait qu'ils ont malheureusement un peu de peine parfois à suivre ces intuitions qui sont finalement très très justes, parce que justement l'inconscient est capable de gérer beaucoup plus de paramètres que le conscient. Le cerveau gauche, lui, a de grandes qualités également, mais c'est un cerveau qui va être plus séquentiel, plus analytique, plus rationnel que le cerveau droit, et puis qui a besoin de comprendre et d'expliquer. Alors vous me direz, oui, mais il y a des personnes hautement sensibles et surdouées qui sont très développées au niveau du cerveau gauche, et c'est tout à fait vrai, vous avez raison, j'aurais plusieurs exemples dans les gens que je connais, ou tout simplement, par exemple, un magnifique exemple, c'est Albert Einstein, qui était un physicien de renom, mais également un grand musicien, qui lui avait probablement développé les deux hémisphères cérébraux, les compétences des deux côtés, mais c'était quand même quelqu'un qui avait une grande ouverture spirituelle, probablement une personne avec des émotions fortes, avec une très grande sensibilité.
Comme c'est une histoire du système nerveux en général, et c'est pas que émotionnel, qu'on en ait conscience ou pas, il y a les cinq sens aussi qui sont surdéveloppés, puis en non compliqués, ça s'appelle hyperesthésie. Alors, souvent, les personnes que je vois au cabinet n'ont pas réalisé ça, et d'ailleurs, moi, je n'avais pas réalisé non plus avant de lire Je pense trop de Christelle Petit-Colin, mais il y a au moins un des cinq sens qui est surdéveloppé. Chez les enfants, c'est souvent le toucher qu'on observe parce qu'ils vont par exemple pas du tout supporter la sensation de l'élastique des chaussettes, par exemple, ou certaines matières qui vont absolument pas supporter, devenir hypersensibles à certaines crèmes, etc. Chez moi, ce sera notamment au niveau du son, donc c'est très rapidement insupportable pour moi, par exemple dans les grands magasins ou si je vais dans un restaurant. Il y a de la musique, il y a tout un tas de personnes qui parlent, je vais juste rien comprendre, ça va me fatiguer très rapidement, ce qui fait que j'ai plus tellement de plaisir à aller au restaurant maintenant à cause de ces états de fait, particulièrement si il y a une mauvaise acoustique, que c'est une grande salle vide et puis que ça résonne en plus par-dessus le marché. L'odorat aussi, souvent développé chez les personnes hautement sensibles. Ça peut être magnifique quand on se promène en forêt puis qu'il y a un parfum de fleurs. Moi, par exemple, j'adore la reine des prés. Voilà, alors en été, quand je me balade et que je sens cette odeur, voilà, je me dis ah waouh, c'est magnifique. Mais quand je suis dans le tram ou dans le train et qu'il y a quelqu'un qui se sent pas très bon, voilà, ça devient vite compliqué pour moi, ça va me donner la nausée. Je me souviens de quelques anecdotes comme ça où c'était un peu moins fun. Voilà. J'ai personnellement aussi beaucoup de peine avec la lumière du soleil, c'est quelque chose qu'on m'a aussi reporté très souvent. Voilà. Que ça fait vite, très vite mal aux yeux quand il y a trop de lumière. Et c'est aussi ça qui explique que dans les grands magasins, il y a tout un tas d'enseignes, l'attention est attirée partout, il y a de la lumière, son qui clignote et ça peut devenir très 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 fatigant. Et puis alors, c'est quelque chose avec lequel on apprend à vivre, hein. C'est pas nécessaire de vouloir forcer ça. Alors oui, c'est vrai, par exemple en hypnose, on peut développer certaines facultés cognitives, par exemple de concentration, qui permettent d'apprendre à ne plus tenir autant compte du bruit extérieur. Mais il y a une limite à ça, et puis voilà, c'est inutile de s'exposer à trop de stimulation et d'aller voilà, penser qu'on va avoir du plaisir en passant 5 heures dans les grands magasins. Voilà. Moi, en tout cas, personnellement, c'est plus du tout un problème pour moi de me dire que bah, c'est pas un de mes hobbies préférés d'aller faire les magasins, typiquement. Voilà. Cette pensée en arborescence aussi, alors j'adore cette image. Et puis, bah, je vous laisse quelques temps pour lire, parce que c'est très très drôle comment ils ont fait ça. Et puis, je trouve que ça parle bien de ce qui se passe dans nos têtes parfois. Évidemment, ça va en plus très très vite par-dessus le marché, et ça part vraiment dans tous les sens, notamment chez les enfants. Donc on peut même se demander hein, comment il a fait pour partir de Papy est mort cet été. J'ai vu un jeu de cartes avec toutes les races de chats dans un catalogue. Voilà, je trouve vraiment cette image très très drôle. J'espère que vous aurez eu du plaisir à lire ça également. Alors, ce cerveau droit est très connecté, et notamment, c'est ma conviction, à la spiritualité, ce qui fait qu'il y a des valeurs très très ancrées à l'intérieur déjà de l'enfant petit, hein, des valeurs de justice, d'honnêteté, de vérité, d'authenticité. Et puis, ça va être difficile pour l'enfant et pour l'adulte ensuite plus tard de gérer les situations où selon lui ça n'est pas juste et notamment en entreprise également, ou parfois ce qui peut se passer dans le monde, de réaliser que ben, y a des personnes qui mettent leur propre profit devant, par exemple, des gens qui vont avoir faim ou des gens qui vont souffrir, etc. Et ça va générer beaucoup de douleur et parfois même une difficulté à vivre sur Terre à cause de ces émotions très fortes qui sont générées tout à l'heure. Et un des enjeux de la personne hautement sensible, c'est de trouver entre le noir et le blanc, le gris justement, de trouver sa place et de pouvoir évoluer quand même dans ce monde en accueillant finalement tous les types d'individus, d'individualités. Voilà. Parce que lui, voilà, la personne hautement sensible, elle a envie de créer un monde meilleur. Alors parfois, j'ai reçu des commentaires un petit peu, on va dire, euh,
pas méchant, mais voilà, qui me faisait remarquer qu'on n'est pas tous des personnes naïves, on rêve pas tous des petites fleurs, on n'est pas tous cuculapraline, et c'est vrai, je, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est pas une question d'être naïf, mais c'est simplement de croire que nous ne sommes pas faits sur cette terre pour nous entretuer, pour détruire la planète, et d'avoir envie profondément, il y a une aspiration profonde vers un monde meilleur, vers se sentir connectés, tous égaux sur cette planète, etc. Et ça, c'est très très fort, notamment chez les enfants. Et puis, ça peut aussi faire souffrir hein, si on ne réalise pas que tout le monde n'est pas dans cette optique-là, et puis qu'on ne réalise pas qu'il y a des personnes, par exemple, qui peuvent mentir, qui peuvent justement mettre en avant leurs propres intérêts, et ça va suractiver cette hyper-émotivité qui est déjà présente chez justement l'enfant et qui va rester ensuite chez la personne adulte. Alors, chez l'enfant, c'est là où c'est le plus marqué, parce que d'ailleurs, ça fait peur aux parents des fois, parce que l'enfant peut passer de l'immense joie, de l'émerveillement, de l'enthousiasme à l'envie de mourir carrément parfois. Et le parent se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que mon enfant ait envie de mourir? Alors, rien du tout, c'est juste que il vit le désespoir de façon aussi forte que l'immense espoir qu'il a au fond de lui, et ça va justement être compliqué à gérer. Donc vous avez un rôle tout à fait important pour l'accompagner dans ces émotions-là, et puis lui expliquer que tout finit par passer, qu'on essaie un maximum de pouvoir être calme auprès de cet enfant qui vit ces tempêtes émotionnelles. Alors bien sûr, je suis tout à fait d'accord, c'est pas évident, mais voilà, je pense que l'enfant, dans ces moments-là, il a vraiment besoin d'une figure de stabilité, une figure paisible auprès de lui quand il vit toutes ces choses-là. Et c'est un grand cadeau que vous faites à votre enfant pour son avenir, pour qu'il puisse ensuite sortir de cette suridentification à ses émotions, à ce monde intense qui se passe à l'intérieur de lui. L'empathie aussi, moi je trouve que c'est une merveilleuse qualité de pouvoir être empathique, et vraiment je remercie le ciel chaque jour de m'avoir donné cette compétence-là, mais c'est vrai que ça peut aussi être compliqué à gérer. Déjà que c'est une compétence du cerveau droit hein, qui va justement aller jusque presque dans l'esprit de l'autre personne, ça peut aller jusque même à la télépathie, à ressentir des informations subtiles. Certaines personnes hautement sensibles entrent dans une pièce, il y a 30 personnes, elles vont tout de suite détecter celles qui souffrent. Et puis elles vont elles-mêmes ressentir et s'approprier quelque part cette souffrance. Et là vient la confusion en fait. Et puis le sentiment aussi qu'on doit solutionner les problèmes de tout le monde et donner naissance au syndrome du sauveur. Alors l'empathie reste une magnifique qualité, pour autant qu'on reste bien à sa place, dans sa responsabilité, et puis qu'on puisse accueillir tout ça en soi sans partir du principe qu'on doit régler les problèmes du monde entier pour avoir soi-même le droit d'être heureux. Voilà. Donc, une grande partie du travail, ça va être l'ancrage, ça va être trouver sa place, trouver son rôle, pour pas justement se sentir devoir porter le fardeau de la douleur du monde entier sur ses épaules. Et ça, c'est vraiment la chose que j'entends le plus souvent. Voilà, moi, j'ai atterri sur la mauvaise planète, j'ai pas ma place sur cette terre, je comprends pas les gens, je comprends pas le monde, comment il fonctionne. Alors, ce sentiment très fort, le syndrome presque de l'extraterrestre chez la personne hautement sensible, qui est touchante finalement, parce que quelque part, ça montre à quel point elle souhaite un avenir meilleur pour cette planète, pour les gens, et à quel point elle a des espérances fortes au fond d'elle. Mais sachez-le, si ça c'est ma conviction profonde, hein, si je suis sur cette terre, si je suis là en train de respirer, c'est que l'univers en a voulu ainsi, c'est qu'il y a un sens, et en tout cas qu'il y a une raison pour ma propre évolution, que je sois présent sur cette terre. Et c'est peut-être notamment des raisons d'apprendre à vivre avec justement le côté sombre et lumineux, apprendre à trouver ce gris, apprendre à développer en soi l'amour inconditionnel, etc. Il y a tout un tas de raisons qui fait que probablement au niveau de l'âme, il y a un choix de vivre cette expérience terrestre sur cette planète-là. Il n'y a certainement aucune erreur là-dedans. Voilà. Le syndrome aussi, je parle beaucoup de syndrome, vous me direz, mais on pourrait dire que c'est toutes des particularités ou des couleurs de la haute sensibilité, de se sentir comme ce vilain petit canard ici, qui se trouve moche, qui se trouve laid, qui se trouve même idiot parfois, en tout cas qui est même, ça peut aller jusqu'à la profonde honte de lui-même. Si ça vous parle, j'ai une autre vidéo aussi sur ma chaîne qui s'appelle Dire oui à la vie, qui parle plus profondément de ça, de cette grande détresse qu'on peut ressentir parfois, de ce petit canard là vilain petit canard qui n'a pas réalisé en fait que c'était pas un canard mais que c'était un cygne. Et puis il va désespérément essayer d'être un
canard parfait alors que c'est de base déjà pas possible, avec une grande désillusion à la clé. Et en même temps, cette désillusion, c'est enfin le point de départ de l'acceptation de lui-même, donc c'est quand même une phase nécessaire. Et puis je l'ai déjà dit, hein, voilà. Les tempêtes sensorielles à l'intérieur de soi, générées par la surstimulation du monde, qui n'est pas un monde finalement tout à fait adéquat aux personnes sensibles, parce qu'il est prévu pour 80% de personnes neurotypiques, donc voilà, très stimulant dans le monde du travail, à l'extérieur, quand on habite en ville, etc. Et puis aussi les tempêtes sensorielles générées par les émotions, l'anxiété, etc. Voilà, c'est en tous les cas certainement un monde intense et qui va, selon que vous êtes une personne extrovertie ou introvertie, ça va se voir d'une façon différente. Vous allez plutôt l'exprimer d'une façon différente. Alors, c'est pas vrai que toutes les personnes hautement sensibles sont introverties, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a la plus grande proportion quand même de personnes qui se retrouveront dans l'introversion, à savoir qu'on n'est pas uniquement extraverti puis uniquement introverti non plus, c'est tout aussi un équilibre entre les deux, hein, de toute manière. Mais ceux, on va dire, qui sont préférentiellement extravertis, ça va se voir parce que ce seront des personnes émotionnelles qui vont exprimer ces émotions. Et souvent, on va leur dire qu'elles sont trop. Voilà, t'es trop ci, euh, trop émotif, tu parles trop, trop vif, trop waouh, etc. Et puis, elles ont souvent ces commentaires-là. Et c'est vrai que ça peut être vrai parfois si elles ne font pas un travail finalement de responsabilisation, de maturation de ce ressenti émotionnel, et ça part dans des colères et dans des grandes tristesses comme ça. Pour l'entourage, évidemment, c'est pas toujours évident. Et puis, j'ai eu certains commentaires de personnes qui me disaient oui, mais vous dites d'exprimer les émotions, mais ensuite on a les personnes qui nous disent qu'on est immature. Alors, évidemment, déjà, peu de personnes peuvent vraiment recevoir quand on exprime nos émotions. Donc, l'exprimer, c'est pas toujours adéquat dans toute situation, c'est pas toujours à la personne elle-même, notamment. Mais en tous les cas, c'est permettre à ces émotions d'exister à l'intérieur de nous, puis de trouver une façon de les exprimer et de les transcender, j'ai envie de dire. Et ça, c'est vrai que c'est aussi subtil et c'est tout un apprentissage de pouvoir faire ça de façon saine. Et puis, il y a une catégorie de personnes qui risquent bien de surinvestir dans le mental, dans le côté analytique et intellectuel, et plus particulièrement chez les personnes d'ailleurs qui présentent aussi une grande intelligence. Alors, elles, on va leur dire, voilà, t'es trop réservé, t'es trop silencieux, trop froid, désactivé, t'es autiste, etc. Parfois, c'est vrai, hein. Il y a des troubles autistiques, mais enfin, c'est pas du tout une tare, encore une fois, c'est une composante c'est ça fait partie de la neurodiversité, c'est simplement une façon de, voilà, d'essayer de contenir ces tempêtes sensorielles dans ce bocal. J'adore cette image. Ce sont des personnes d'ailleurs qui vont adorer lire, qui vont être très curieuses. Et puis, quand on apprend à connaître ces personnes-là, c'est en tout cas pas des personnes qui manquent, qui sont désaffectivées, c'est simplement des personnes qui vivent ça intérieurement, de façon intérieure. Et le risque là, c'est évidemment l'anxiété. Hein. Si on garde tout pour soi, qu'on n'ose plus s'exprimer, plus dire ses opinions, évidemment, hein, ça peut rendre anxieux, mais encore une fois, pas obligatoirement. C'est toujours dans les extrêmes là qu'on parle. Mais c'est aussi un apprentissage quand on est une personne introvertie de s'ouvrir au monde extérieur, d'apprendre à faire confiance, d'apprendre qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut le dire, comment on peut exprimer toute cette intensité intérieure. Chez l'enfant, c'est trop mignon, ces enfants, voilà, hautement sensibles, leur esprit va dans tous les sens, et ce sont des enfants très curieux, très intelligents, et ça peut aller jusqu'à l'hyperactivité, hein, surtout d'ailleurs, c'est chez les petits garçons qui vont exprimer cette intensité, ça a besoin de sortir, et c'est tant mieux hein, que ça sorte. Ça peut effectivement devenir quand même un problème s'ils n'arrivent plus du tout à focaliser cette attention. Donc là encore une fois, les parents, les enseignants ont un grand rôle à jouer pour apprendre à ces enfants à accueillir toutes ces intensités à l'intérieur d'eux. Puis justement, voilà, le TDAH, donc trouble de l'attention avec hyperactivité, en vérité, ce sont des enfants très créatifs, spontanés, avec cette soif de justice dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, des enfants curieux, tenaces, ultra sensibles et passionnés, ouais, c'est juste magnifique. Mais de l'extérieur,
si c'est mal accueilli, si, voilà, si l'enfant des fois est dépassé par tout ça, il va donner l'impression qu'il est dans la lune, qu'il est mal élevé, insolent, casse-cou, têtu, pleurnichard et capricieux, alors que voilà, ça aussi c'est beaucoup des questions de point de vue. Et puis voilà, en tant que personne, si vous vous reconnaissez dans le TDAH, ben, ça va être de vous aussi changer de regard sur vous-même et de voir, on pourrait dire, les deux côtés de la médaille et puis d'apprendre à composer avec tout ça. Chez les petites filles, alors c'est pas que, encore une fois, je vais mettre les garçons dans une case puis les filles dans l'autre, c'est en règle générale, le côté féminin va faire qu'elles vont plus chercher à s'adapter. Alors elles vont être très studieuses, vouloir faire tout comme il faut, blesser personne, être gentilles tout le temps parce qu'elles pensent que c'est ce qu'on attend d'elles et souvent c'est encouragé par les parents, voilà, t'es très gentille, c'est bien, tu fais juste. Et puis ça peut malheureusement, il y a un risque à ça, c'est que la petite fille, elle veut tellement être parfaite, tellement faire juste, tellement faire bien, tellement faire plaisir à sa maîtresse, qu'elle va faire grandir à l'intérieur d'elle une haine d'elle-même quand elle se trompe, quand elle fait faux et quand elle correspond pas à cette image qu'on attend d'elle. Donc voilà, c'est important d'être attentif quand on voit ces petites filles qui veulent faire trop bien, justement de leur apprendre aussi qu'elles ont le droit de ne pas toujours être adéquates et que parfois elles ont le droit de laisser sortir toutes ces émotions quand elles sont envahies, puis de leur apprendre à traverser aussi la colère, par exemple. Les petites filles ont aussi besoin d'être en colère, ont aussi le droit d'être frustrées, puis le droit de le dire. Voilà, pour résumer, en gros, voilà, la théorie du monde intense résume très bien ce qui se passe. C'est des scientifiques qui font ces recherches-là justement pour comprendre les cerveaux de ces personnes hautement sensibles. Et sachez-le, ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est très intense si vous vous comparez à la norme des gens. Et parfois, cette intensité peut faire peur, alors que quelque part, on commence à avoir peur de soi, ce qui se passe à l'intérieur de nous, alors que c'est aussi notre plus grande richesse. Voilà. C'est une question d'apprendre à vivre avec tout ça. Alors, c'est vrai que souvent, il y a des départs peut-être plus compliqués, plus périlleux, et tout dépend aussi de comment vous êtes accompagné là-dedans, voilà. Mais en tous les cas, il semblerait qu'à la fin de la vie, ce soit les personnes hautement sensibles qui ont ce sentiment de complétude, d'avoir accompli quelque chose, d'avoir vraiment vécu pleinement leur vie. Donc c'est aussi une grande chance, encore une fois, toujours deux côtés à la médaille. Mais voilà, le côté plus sombre, c'est qu'il y a un risque plus grand d'aller dans des niveaux de stress qui sont pathologiques. Donc je ne suis pas en train de dire que le stress est mauvais, au contraire, on a besoin d'une certaine quantité de stimulation, de motivation interne, externe, etc. pour, encore une fois, se sentir vivant. Mais voilà, si on sursollicite le système nerveux, il y a un moment donné, il y a une limite et puis ça va créer des pathologies. Et notamment, j'ai pu comprendre en observant ça, en étudiant ce sujet-là, que justement quand on parle de maladies psychiatriques, quand on parle de troubles, de névroses, il y a des blessures, etc., c'est souvent quand on est allé dans ces niveaux de stress-là qui sont pathologiques. Si vous voulez, la condition de personne hautement sensible est magnifique si elle est bien vécue. Si elle est mal vécue et qu'il n'y a pas une hygiène de vie suffisante, ben, ça donne lieu, c'est vrai, plus rapidement à des troubles et à des maladies. On sait par exemple qu'il y a des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires qui sont plus souvent présentes chez les personnes hautement sensibles, les troubles alimentaires, les addictions également. C'est des façons que l'inconscient trouve pour répondre à cette sursollicitation. Voilà. Donc, vous entendez là également, j'imagine qu'une des clés, ça va être de prendre grand soin vraiment de votre individualité, de votre condition, pour que vous puissiez la vivre le mieux possible. Si c'est intense, ça veut dire que vous allez plus rapidement aussi percevoir le trop et le pas assez. Voilà. Alors, le corps humain est complexe, sa psyché est complexe, tout ça est interconnecté en permanence, mais c'est en grande partie lié à cet équilibre-là du système nerveux entre les moments où on se relaxe, on permet à son corps de se régénérer, de se ressourcer, puis les moments où on l'active, où il est sollicité, on verrait ici comme étant les moments de stress. Alors, trop relaxé, c'est évidemment pas bon, et trop stressé, c'est pas bon. C'est une histoire d'équilibre toujours, dont dépend également l'équilibre de notre système nerveux, dont dépend l'équilibre et la santé de notre système digestif, et dont dépend l'équilibre et la santé de notre immunité. Alors comprenez par immunité l'immunité physique, corporelle, immunologique, j'ai envie de dire, du corps, mais aussi l'immunité énergétique et psychique.
C'est-à-dire que plus vous sursollicitez votre système nerveux, plus vous déséquilibrez votre flore intestinale et votre système digestif, et moins vous aurez les capacités, les compétences de finalement vous prémunir d'attaques extérieures, et plus vous aurez besoin de vous isoler. Voilà. Énergétiquement, plus vous aurez de la peine à gérer les sursollicitations, les relations, etc. Donc, tout ça, c'est un équilibre. Alors, ce que je dis là, c'est pas spécifique à la personne hautement sensible, c'est simplement que comme elle est plus sensible, elle va aussi plus rapidement sentir le résultat d'un stress prolongé. Évidemment, elle va être plus vulnérable à ce stress prolongé. Elle va d'autant plus avoir besoin, encore une fois, d'avoir une hygiène de vie qui soit adaptée à sa condition de personne hautement sensible. Alors ensuite, on peut créer un déséquilibre en partant de là ou de là. Hein. Alors vous pouvez faire très attention à votre système nerveux, mettre en place une quantité de pratiques méditatives, par exemple quotidiennes, une bonne quantité de sport, une bonne alimentation, par exemple. Et puis, eh bien, vous allez intervenir au niveau de votre immunité en étant sollicité par des molécules chimiques toxiques que vous ingérez via, par exemple, une thérapie médicamenteuse inadaptée, via des antibiotiques, via, etc., je ne sais, des perturbateurs, par exemple, endocriniens. Donc vous entrez par cette voie-là, vous perturbez votre immunité, ça va évidemment impacter le système digestif qui va impacter par votre conséquence le système nerveux, et puis vous allez vous sentir mal intérieurement, des troubles anxieux, dépressifs, etc., de la fatigue. Et puis vous comprenez plus ce qui se passe, parce que voilà, tout ça c'est complexe et c'est pas qu'une question du système nerveux, encore une fois. C'est important quand on est une personne hautement sensible de prendre conscience de cela, qu'il y a une hygiène à tous les niveaux à respecter, à être attentif. Alors, je ne dis pas ça pour créer de l'anxiété et puis que vous paniquiez maintenant dès que vous mangez quelque chose, hein, évidemment. C'est pas du tout l'idée, parce que là, encore une fois, on déséquilibrerait le système en partant tout simplement du système nerveux. C'est plus une invitation à vous connecter à votre ressenti, à faire confiance à votre intuition et puis à accueillir les messages du corps pour savoir vous guider. Alors, j'ai envie de partager là une histoire personnelle. Il y a quelques temps maintenant, fait un choix peu judicieux de faire appel à une contraception hormonale de type stérilet. Voilà. Euh, Très rapidement, quand on m'a posé ce stérilet, donc évidemment, la doctoresse qui m'a posé ce stérilet soit n'était pas consciente ou n'a pas pensé judicieux de me parler des effets secondaires. Vous me direz, je suis assez grande pour me renseigner, mais enfin voilà, donc j'ai posé ce stérilet en pensant que ce serait une solution adaptée à la problématique que j'avais, ou les besoins que j'avais, on dira. Je pose ce stérilet et rapidement je sens mon corps qui lutte contre ce stérilet, j'ai des douleurs au ventre, j'ai des saignements, et je commence à me sentir fatiguée, je prends rapidement énormément de poids, et dans ma tête, je sais pas, une forme de déni qui s'installe. Je veux absolument garder ce stérilet parce que voilà, je crois que c'est la meilleure solution. Et je persiste, et encore une fois, le côté déterminé. Hein. Je fais des exercices d'auto-hypnose pour demander à mon corps d'accueillir, d'accepter ce stérilet, là, tout un tas de... Voilà, qui vont contre finalement cette intuition que je ressens profondément, que mon corps, les signaux que mon corps m'envoie extrêmement clairs, qu'il faut que je me débarrasse de ça. Je persiste encore une fois jusqu'à ce que je vienne dans un état de fatigue chronique intense, des états d'anxiété que j'avais jamais connus auparavant. Pourtant, croyez-moi qu'en tant que personne plan sensible, j'avais une certaine notion de ce que ça pouvait être l'anxiété. Mais alors là, vraiment, c'était dans des états où quasiment, j'avais plus goût à vivre. J'avais le sentiment que mon âme s'échappait de mon corps sans pouvoir la retenir. Tout mon système digestif a été impacté. Et j'ai pris très très rapidement 20 kilos, donc qui ont encore contribué à augmenter le problème. Voilà. Quand je suis allée voir mon médecin, il m'a dit voilà, il faut perdre du poids, il faut faire du sport, ce qui en tout cas pas aidé. Hein. Au contraire, je me suis sentie encore plus coupable et je comprenais encore moins ce qui se passait autour de moi jusqu'à ce que voilà, quelque chose en moi se pose, une envie de vivre aussi profonde hein, qui était là. Et tout d'un coup, une lumière, j'entends cette voix dans ma tête, enlève ce stérilet, enlève ce stérilet, enlève ce stérilet, en permanence, obsessionnellement dans ma tête, enlève ce stérilet, enlève ce stérilet, enlève ce stérilet. Donc c'était impossible de le garder, évidemment, j'ai tout de suite pris rendez-vous, j'ai enlevé, et là, les choses ont commencé à s'améliorer pour moi. Ça a pris du temps, évidemment, hein.
pour rétablir un bon équilibre. Et, et, et vous me direz, voilà, c'était idiot, mais quelque part, je suis reconnaissante d'être passée par là, parce que ça m'a permis aussi de me questionner sur tous ces sujets-là, et puis de parvenir à comprendre cet magnifique équilibre que le corps lui-même, tout seul, est capable de mettre en place si on lui fait confiance et si on apprend à écouter les signes. Vraiment, le corps, lui, veut vivre absolument. S'il met en place des symptômes et des comportements qui semblent négatifs, c'est parce qu'il fait ce qu'il peut, parce qu'à un moment donné, on n'a pas suivi le guide, on n'a pas suivi notre intuition, on n'a pas suivi les messages du corps. Voilà. C'est fondamental d'apprendre à écouter tout ça, je trouve. Et c'est le seul probablement message vraiment important que j'ai envie de dire dans cette vidéo, que ce soit pour votre nourriture, on entend tellement de choses sur ce qu'il faudrait manger, pas manger, le cru, le cuit, la viande, pas de viande, etc. Ça devient vraiment compliqué. Les glucides, pas de glucides, les céréales complètes, pas complètes, etc. Que normalement on est perdu si on aborde les choses uniquement d'un point de vue intellectuel. Parce que des théories, il y en a watt mille, et il y a watt mille individus différents qui ont watt mille métabolismes différents. Donc voilà, comment on sait ce qui est bon pour nous? En réapprenant à se connecter à notre intuition, à notre instinct, parce que notre corps, il a une intelligence incroyable. Alors dans notre tête, en tant que personne hautement sensible, anxieuse, on réfléchit énormément, on essaie, voilà, comme si on pouvait quelque part tout comprendre, mais c'est pas possible. Intellectuellement, le conscient est beaucoup trop limité, notre intelligence est beaucoup trop limitée. Le corps, lui, sait ce qui est bon pour lui, si on apprend à écouter ça. Par exemple, voilà, on se fait tout un plan dans notre tête qu'on doit contrôler, etc. Et pendant tout ce temps-là, on oublie de respirer, mais le corps, il ne s'arrête pas de respirer pour autant, il sait faire ça tout seul, n'est-ce pas? Le cœur continue de battre. Voilà, il y a des milliers de milliards de réactions chimiques qui continuent d'avoir lieu dans votre corps sans que vous ayez besoin d'y penser, pas du tout. Donc tout ce qui est absolument essentiel à la vie se passe sans qu'on ait jamais besoin d'y penser. C'est pas magnifique ça? Et je trouve que ça remet en perspective un tout petit peu voilà, le surinvestissement intellectuel qu'on peut avoir parfois en tant que personne hautement sensible, en tout cas dans lequel moi je me reconnais. Alors justement, cette chimie des émotions est extrêmement complexe. Et puis aujourd'hui, on connaît, la science occidentale reconnaît et commence à découvrir le rôle immense de l'intestin, notamment suite à ce livre magnifique, Le charme discret de l'intestin. Il y a par exemple aussi la RTS qui a fait une série de 5 émissions magnifiques sur le sujet. Vous pouvez trouver ça sur leur site rts.ch. Aussi Arte et d'autres émissions magnifiques qui ont parlé de ce rôle immense de l'intestin. Et à savoir que jusque-là, on pensait que c'était avant tout lié aux blessures psychologiques, que c'était beaucoup une question du cerveau, mais on se rend compte aujourd'hui que c'était une vision vraiment très limitée de la complexité du corps et des humeurs et des émotions et voilà, de la conscience finalement qui s'incarne dans un corps. Et alors on sait maintenant qu'il y a beaucoup plus d'informations qui partent de l'intestin vers le cerveau, que au niveau de l'intestin, il y a la production de la majorité des neurotransmetteurs liés à l'humeur et notamment de la sérotonine, et que justement, plus on est stressé, plus on va ingérer d'antibiotiques et de pesticides et de nourriture qui est inadaptée, industrielle, plus on va perturber cette flore intestinale et ça va perturber la synthèse de tous ces neurotransmetteurs et ça va rendre cet intestin surperméable, enflammé, et créer tout un tas de résultats qu'on va percevoir en tant que notre humeur ou nos émotions et tout un tas de comportements, notamment aussi addictifs, pour répondre finalement à ces déficits de neurotransmetteurs importants, donc ce déséquilibre aussi qui va se voir ensuite dans la chimie cérébrale. Ce cerveau va malheureusement, au bout d'un certain temps également, s'enflammer et on va commencer à avoir des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, de l'anxiété, des troubles de l'appétit, etc. Endocriniens, des troubles thyroïdiens, des troubles de la fertilité, enfin, etc. Parce que, voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on entre par une voie et on déséquilibre le système tout entier parce que tout est entièrement interconnecté. Voilà. Et ça dit quelque chose aussi de plus profond au niveau spirituel, je dirais.
euh, ça parle des grandes énergies qui traversent le corps humain. Et puis, le côté terrien, le siège de l'inconscient, c'est vraiment cet intestin. Et si on ne prend pas soin de notre planète et si on ne prend pas soin de notre intestin, eh bien, ça va se voir au niveau de la capacité de l'être à, à exprimer sa lumière. Donc, c'est comme si on était attaqué par l'ombre quelque part, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, quelles conséquences et quels symptômes on peut observer? Alors, voilà, cette image, elle dit énormément de choses, mais si on va à l'essentiel, elle dit surtout que si on surstresse le corps humain et l'esprit humain. Alors le stress peut provenir de différentes voies, encore une fois. Ça peut être un stress oxydatif. Par exemple, si on ingère des molécules, des métaux lourds. Ça peut être un stress acide, si voilà, on ingère des nutriments, des aliments qui sont trop industriels, avec trop de protéines animales, par exemple, un d'équilibre alimentaire qui n'est pas respecté. Ça peut être un stress psychologique, ça peut être un stress traumatique, toute forme de stress en fait, où le corps doit se suradapter pour essayer tant bien que mal de maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire les fonctions vitales du corps. Voilà. Donc vous pouvez avoir des problèmes purement corporels, de type des problèmes de peau, de la fatigue, des troubles, des douleurs musculaires, notamment la fibromyalgie par exemple, des problèmes digestifs, des migraines. Au niveau émotionnel, ça va se traduire par une perte de confiance, de l'irritabilité, de la dépression, une difficulté à lâcher prise, de l'apathie, des peurs, ce sentiment de s'isoler, de se mettre à l'écart. Au niveau comportemental, ça va être la boulimie, les pertes d'appétit, l'anorexie mentale, l'anxiété, l'agitation, qui vont donner lieu à diverses addictions, justement encore une fois, les troubles du sommeil, la maladresse, les TOC, etc. Et au niveau mental, voilà, l'inquiétude, les cauchemars, l'indécision, les problèmes de concentration, la négativité, des décisions hâtives, des pensées confuses, un jugement perturbé. Voilà. Donc, si jusqu'à présent vous pensiez que ces aspects-là c'était parce que vous étiez une personne hautement sensible, non, clairement la réponse est non. La personne hautement sensible, quand prend bien soin d'elle-même, qu'elle apprend à s'aimer, à avoir une bonne hygiène de vie, à s'écouter, c'est une personne qui a une grande compassion, qui a une grande justesse d'esprit, qui perçoit des informations subtiles, et qui est tout à fait en mesure d'avoir des relations équilibrées, qui est tout à fait en mesure d'avoir une vie heureuse. Si vous observez ces symptômes-là, ces comportements-là, que vous jugez comme étant négatifs, c'est pas en lien direct avec votre haute sensibilité, c'est quelque part les conséquences d'un stress prolongé. Donc, quelque part, à un moment donné, on a pris des décisions qui n'étaient pas adéquates en fonction de notre condition. Voilà. Alors là, c'est pas non plus nécessaire de s'en vouloir, hein, parce que toute la société, quelque part, euh, vit dans ces comportements automatiques et se sursollicite. Chez vous, simplement, ça va se voir plus rapidement. Donc, ça vous pousse aussi à vous poser des questions sur vous, sur qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas. Et c'est aussi passionnant comme chemin, je trouve. Alors voilà, moi j'ai une formation d'hypnothérapeute. C'est une technique que j'adore, voilà, tout simplement, qui m'a énormément permis d'ouvrir mon esprit, d'écouter justement ces messages subtils du corps. Alors, quand on fait de la thérapie, c'est pas du tout comme à la télévision, hein, bien sûr, c'est des états qui sont des états de résilience, de ressources, des états de profonde reliance à son essence. Et là où on commence justement à découvrir les magnifiques profondeurs de notre inconscient et toutes les lumières et les ressources qu'il peut, le potentiel en fait qui est présent là dans cet inconscient et dont on ne voit à la surface que la pointe émergée de l'iceberg. Ce qu'on va voir à la surface, c'est le caractère de la personne, c'est ce qu'elle va communiquer avec des mots, c'est les comportements qu'elle va avoir, c'est est-ce qu'elle rayonne, est-ce qu'elle rayonne pas, ce qu'elle va dire, ce qu'elle va pas dire, voilà. Ça, c'est ce qu'on voit à la surface, mais c'est évidemment influencé à 90% ou 90% pour les Français, en grande partie en fait, par tous ces phénomènes inconscients, voilà, qui vont déterminer, et tout ce qui se passe aussi au niveau des fonctions corporelles, qui est totalement, encore une fois, inconscient et qui est géré par ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Alors, en école d'hypnose, j'ai appris ça. Voilà. Pour être en bonne santé, il faut une bonne alliance entre conscient et inconscient, que le conscient a son propre langage, qu'il est différent de l'inconscient et que dans l'inconscient,
Alors bien sûr, il y a les blessures, les refoulements, les mécanismes automatiques, mais il y a aussi les fonctions corporelles, il y a la connexion avec l'esprit universel, tout l'aspect de la créativité, de l'intuition, de votre potentiel, etc. Et que c'est un réservoir de ressources magnifiques. Et j'adhère, c'est vrai, c'est totalement vrai. Et c'est pour ça qu'on apprend en école d'hypnose à soi-même lâcher prise, à apprendre aux personnes qu'on accompagne à lâcher prise pour donner accès à ce réservoir de ressources immenses qu'est l'inconscient. Et on nous dit, alors voilà, le stress, c'est une prise de contrôle du conscient et ça donne la maladie. Et c'est comme si on construisait un mur entre le conscient et l'inconscient. Alors, c'est vrai, évidemment, mais j'ai envie aujourd'hui d'apporter peut-être une petite modification à ce schéma-là. C'est que, voilà, pour moi, l'inconscient, c'est ce qui révèle tous nos automatismes et aussi tout ce dont on n'a pas conscience, c'est l'aspect lumineux de l'humanité ou de la conscience ou de la présence, et notamment le lien avec la source, avec Dieu, avec l'Esprit Saint, appelez-le comme vous voulez, mais avec ce qu'il y a de meilleur et de pire aussi dans l'être humain. Et que justement, c'est comme si l'inconscient était quelque part la somme de tout ça, des énergies lumineuses autant que des énergies sombres, et que c'est l'unité, si vous voulez, qui contient également les fonctionnements du conscient, et que tout ça crée l'unité. Et que lorsque il y a trop de stress qui intervient, on construit effectivement un mur, mais c'est comme si on se coupait de l'aspect lumineux pour ne répondre plus qu'à des comportements automatiques et créer effectivement une dissociation avec ce que j'appellerais ici le mental égo selon la définition de Eckhart Tolle. Et donc dans ces aspects plus sombres de l'humanité, cet égo coupé de l'unité, coupé de la lumière, de la présence finalement. Et que voilà, dans ce schéma, on voit que c'est lié au stress et que ça va impacter l'aspect cellulaire ou endocrinien ou humoral, corporel de l'être humain, mais comme je disais avec cette expérience que j'ai vécue avec mon stérilet, c'est que ça va vraiment dans les deux sens, c'est-à-dire que je peux intervenir au niveau cellulaire, perturber l'équilibre, que ce soit euh, 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 au niveau du cerveau, de l'intestin, au niveau endocrinien, perturber ça et puis créer un stress énorme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est interconnecté et qui, par-dessus le marché, est renforcé par les blessures qu'on pourrait avoir et qui auraient créé des stratégies automatiques de défense et dont on n'arrive pas finalement avec notre mental égo qui réfléchit uniquement intellectuellement, on n'arrive pas à atteindre ça parce que c'est quelque part préservé ou pour l'instant protégé dans des sphères archaïques de l'inconscient pour éviter justement d'avoir à traverser à nouveau ces blessures-là. Alors vous me direz, mais c'est débile parce que justement c'est ce qui nous pousse à vivre dans un monde de souffrance et quelque part c'est vrai, mais ça reste la stratégie la meilleure que l'inconscient a trouvée pour vous protéger tant que justement vous n'avez pas le moyen d'avoir accès à cette lumière-là et c'est souvent dans la relation thérapeutique ou dans des événements de la vie, que tout à coup il y a ce lâcher-prise qui intervient, des guérisons miraculeuses qui interviennent, ou par exemple des gens qui reviennent d'expériences de mort imminente, totalement transformés, voilà. Donc tant que vous n'avez pas accès à cet aspect lumineux qui là est bloqué justement par ce mur, ben, il n'y a pas de résolution profonde de ces blessures, de ces stratégies automatiques, et on est comme gouverné par des forces sombres gouverné par notre ego finalement. Si jamais vous avez lu Eckhart Tolle, peut-être vous comprendrez ce que je dis. Et si jamais vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage vraiment profondément à lire déjà à commencer peut-être par Le pouvoir du moment présent, qui est un livre magnifique. Alors vraiment, typiquement, être dans un moment présent, être dans la complète plénitude des sensations corporelles, c'est une porte magnifique pour accéder justement à cette lumière et qui donne lieu à de grandes transformations. C'est pour ça, je trouve que l'hypnose est une technique merveilleuse pour ça. C'est de loin pas la seule. Je ne fais pas partie de ce type de thérapeute qui pense que sa technique est la seule valable, etc. C'est simplement celle que je connais le mieux et c'est ainsi une des techniques que moi j'utilise pour me permettre et pour permettre aux personnes que j'accompagne de faire ce lâcher prise et d'aller jusque dans ces profondeurs lumineuses de l'inconscient.
Alors voilà, ce que je démontre ici, donc ce mur qui intervient au niveau du stress corporel, ça va se jouer dans un dérèglement humoral. Alors humoral, ça comprend les dérèglements de type enzymatique, de type neurotransmetteur, de type hormonal, etc. Donc c'est vraiment un dérèglement global qui va donner lieu ensuite à divers symptômes de type troubles alimentaires, anxiété, dépression, fatigue, etc. Mais on voit que c'est aussi là euh, que la lumière brille, c'est-à-dire que c'est aussi dans cet intestin, s'il est bien équilibré, que vous allez pouvoir accéder à des états de grand bien-être et qui vont permettre de rééquilibrer la chimie cérébrale et puis de donner accès justement aussi à un meilleur fonctionnement des glandes cérébrales pour rééquilibrer ensuite tout votre système à nouveau. Alors voilà, qu'est-ce qui expliquerait les troubles alimentaires? Alors, quand on souffre d'un trouble alimentaire, le pire qu'on puisse entendre, c'est il y a t'aurais qu'à. Voilà. Il n'y a qu'à perdre du poids, ou il n'y a qu'à arrêter de manger, ou il n'y a qu'à manger plus, etc. C'est vraiment, la personne se sent totalement incomprise et ça l'aide en tout cas pas de lui dire qu'il faut par exemple qu'elle arrête de manger ou qu'elle commence à manger. Ça, je peux vous dire, ça n'aide pas du tout. Vous allez créer encore plus de résistance parce que justement, ces comportements-là sont la résultante d'un déséquilibre au niveau enzymatique, au niveau des neurotransmetteurs, et qui fait que ce comportement est visible au niveau de la surface. C'est la pointe émergée de l'iceberg, mais le trouble vient de racines beaucoup plus profondes. Et c'est en tout cas pas avec la volonté qu'on arrive à casser le mur dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est justement dans le lâcher-prise. Donc, c'est pas pour vous faire une théorie de biochimie, même si j'adore la biochimie, mais c'est juste pour vous donner quelque part une vision, même simplifiée, de la complexité immense qu'il y a là derrière. Par exemple, la gestion du métabolisme et de la régulation de l'appétit et de la prise alimentaire et des dépenses énergétiques. Donc typiquement, quand on a une inflammation au niveau cérébral, des suites d'un mauvais équilibre acido-basique ou d'un mauvais équilibre oxydatif ou d'une dysbiose, donc c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale, c'est que vous allez intervenir au niveau de ces enzymes-là qui sont la leptine, l'insuline et la gréline. Alors peut-être vous en avez déjà entendu parler, mais qui vont réguler les, les taux de sucre, les taux de graisse dans le sang et qui vont réguler l'appétit et la prise alimentaire. À partir du moment où il y a une inflammation cérébrale, tout ça se dérègle et puis vous êtes quelque part soumis à des compulsions alimentaires que même si vous savez que ce ne serait pas bon, que c'est pas ce qui va aider votre corps, quelque part il y a quelque chose en vous, et souvent c'est d'ailleurs le signal par-delà de la dysbiose intestinale qui envoie des signaux comme ça qui vous poussent à aller manger ou qui vous poussent à vous priver de nourriture. Donc voilà, c'est bien plus complexe que ce dont on veut bien nous dire ou ce que les gens peuvent nous envoyer comme message, y compris du milieu médical parfois. Encore une fois, le stress donc, va générer la sécrétion d'hormones qui proviennent ici des glandes surrénales, qui sont les glucocorticoïdes, donc y compris cortisol, adrénaline, noradrénaline, dopamine, etc., qui vont impacter l'immunité, par exemple, parce que sous stress, on se dit l'immunité, c'est pas la priorité, hein, ça va freiner l'immunité, ça va aussi freiner l'inflammation. Ça va agir aussi au niveau de l'hypothalamus qui, elle, agira sur les glandes hypophysaires, thyroïdiennes, etc. Donc on voit que voilà, à un moment donné, ça part de là et ça impacte la chimie entière, ça va impacter la chimie cérébrale, l'équilibre des neurotransmetteurs, etc. Et même les hormones de la fertilité, comme on voit ici. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la personne est stressée trop longtemps et qu'elle s'épuise? Donc, les glandes surrénales ici sont épuisées. On n'arrive plus à produire suffisamment de glucocorticoïdes. Donc, il y a un moment donné, on en produit beaucoup trop, puis après, tac, ça s'arrête parce qu'il y a un épuisement au niveau rénal. Et là, c'est l'inflammation qui part. Donc, comme il n'y a plus de frein à l'inflammation, il y a une surinflammation générale du corps. Ensuite, donne lieu à des syndromes qu'on appelle métaboliques. Et donc, on commence à avoir des maladies auto-immunes, parce qu'il n'y a plus de frein à l'immunité non plus, des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires, type arthrite rhumatoïde, maladie de Crohn, etc. Donc voilà, ça peut aller loin. Hein. Comme je vous disais, plus vous êtes sensible, plus c'est important pour vous de prendre soin de tout ça pour éviter d'aller dans ces troubles-là. Voilà. Une des hormones aussi fortement impliquées dans l'humeur, et j'en veux pour preuve que quand vous êtes dépressif,
quand on passe par une phase par là, ce qu'on nous propose comme médicament, c'est des inhibiteurs de la dégradation de la sérotonine. C'est uniquement un palliatif, hein, donc voilà, parce qu'on ne sait pas faire mieux finalement. Donc on va essayer de stopper la dégradation du peu de sérotonine qu'on arrive à produire parce que notre intestin est inflammé est poreux, notre intestin fonctionne mal, et puis il est encombré de tout un tas de parasites qui vont créer des métabolites toxiques, etc. Donc là, on voit que la sérotonine dépend aussi de l'alimentation, notamment des matières premières qui sont les tryptophanes, par exemple présents dans les bananes, et de la glande pinéale, qui serait la glande qui nous relie à la source, par le chakra coronal notamment, à l'aspect lumineux et solaire. C'est pour ça qu'elle est activée par la lumière du soleil. Ce qui est justement un facteur, c'est que plus on se sent malheureux, plus on va avoir envie de se replier sur soi, moins on va à l'extérieur prendre du soleil et plus on aggrave le problème. Vous voyez que souvent c'est des cercles vicieux tout ça, hein. Donc on va impacter ici la production au niveau du côlon, de la sérotonine, qui va libérer ça dans le sang et qui va créer l'hormone du bien-être, de la bonne humeur, la libido, également les comportements alimentaires, va réguler les comportements alimentaires et puis l'équilibre en l'état de veille et l'état de sommeil. Donc c'est vraiment en plus important de se nourrir d'énergie vitale, d'énergie solaire, de bonne nourriture, mais aussi d'aller à l'extérieur voir le soleil. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où il y a une dysbose intestinale, vous ne pourrez plus euh, libérer suffisamment de sérotonine quelque part. Et puis, vous allez indéniablement observer un mal-être, des troubles de la libido et des troubles du comportement alimentaire. Donc, tout ça, c'est des relations de cause à effet. Alors, voilà ce qui se passe, c'est que au fond de moi, mon petit être, mon petit enfant intérieur est en souffrance. Il a créé un mur pour se protéger parce qu'il ne sait pas faire mieux avec les connaissances qu'il a, avec les compétences qu'il a. Et puis ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le symptôme. Voilà. Alors ça, c'est observable par la médecine et puis on va vous mettre dans une catégorie du DSM et puis on va dire vous avez cette maladie-là, vous avez ce trouble psychiatrique-là, vous avez voilà, etc. Et puis finalement, on a beau faire tout ce qu'on peut avec des médicaments, avec de la science et tout ça pour guérir le symptôme, si on s'attaque et qu'on porte de l'attention uniquement aux symptômes, l'inconscient va bloquer parce que pour lui, il y a une souffrance bien plus profonde, il y a quelque chose de bien plus vital et essentiel qui doit être protégé via ce symptôme-là. Et donc, il ne va pas lâcher prise, il ne vous laissera pas faire du déni sur cette partie-là de vous qui est en souffrance et qui a trouvé comme unique moyen de s'exprimer le symptôme. Donc, c'est pour ça que c'est important de pas nier le symptôme, de prendre en considération la gravité du symptôme, mais d'essayer de comprendre ce qu'il y a aussi derrière de plus profond. Parce que plus on parle du symptôme uniquement, typiquement pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, plus on focalise sur ce qu'elles vont manger ou pas manger, plus on s'attarde sur les symptômes et plus on le renforce quelque part, et plus on nie qu'au fond, il y a quelque chose de beaucoup plus profond et essentiel qui cherche à s'exprimer au travers de ces stratégies automatiques, de ces symptômes-là, et qui parle de la blessure, qui peut être de diverses ordres, mais qui va aussi en plus être augmentée par les jugements qu'on va porter sur elle à cause de ce symptôme-là. Donc voilà, quels sont ces symptômes justement? Irritabilité, anxiété, dépression. Peut-être que vous avez déjà vécu des périodes comme ça peut arriver à tout un chacun. En tout cas, c'est pas de base quand vous êtes une personne hautement sensible, c'est que quelque part il y a eu un déséquilibre. Les maladies inflammatoires, j'en ai déjà parlé, des suites de cet épuisement des glandes surrénales, l'hypersensibilité au monde aussi, hein. Donc il y a des personnes qui sont tellement, elles n'en peuvent plus, elles ont tellement besoin de se reposer, de se régénérer que n'importe quelle odeur va être insupportable, va être suramplifiée. C'est quelque part le système qui s'emballe ou l'hypersensibilité électromagnétique, par exemple, qui sont aussi des signes clairs de ce surépuisement du système nerveux. Malheureusement, parfois l'automutilation, la personne a tellement besoin de se sentir vivre à nouveau, de reconnecter avec son corps, avec ses sensations à nouveau, qu'elle va avoir recours à des stratégies vraiment qui paraissent incompréhensibles et qui font souffrir beaucoup, hein, telle l'automutilation. Ça peut être une automutilation mentale, hein, des pensées négatives ou carrément physiques avérées. Donc la personne se coupe la peau. Et ça peut aller d'ailleurs jusqu'au suicide également. Les dépressions existentielles, la personne se
identifie à ses symptômes, croit que c'est au fond ce qu'elle finit par croire que c'est ce qu'elle est. Elle n'arrive pas à s'en sortir, elle culpabilise malgré tous les efforts qu'elle fait souvent, hein, et puis ça donne lieu à une dépression. Mais qu'est-ce que je fais là? Voilà, quel sens ça peut bien avoir ma vie dans ces conditions? Les TOC aussi, hein, c'est une des stratégies que l'inconscient trouve pour essayer de maintenir tout ça sous contrôle. Et puis ça peut devenir très très handicapant pour les personnes qui souffrent de ces troubles-là, qui sont souvent mal compris et jugés de l'extérieur. Et puis encore une fois, les troubles alimentaires liés à ces dérèglements enzymatiques, encore une fois, la personne cherche, voilà, au niveau psychologique certainement à combler un vide ou à contrôler en fait son alimentation, ou voilà. Et puis ça se traduit par des comportements alimentaires compulsifs. Et puis, une des façons également de pallier au manque de sérotonine, au manque de plaisir, ben, c'est d'avoir recours à des molécules de type drogue, alcool, le tabac, etc., qui sont une des stratégies pour essayer tant bien que mal de maintenir cet équilibre, même si il y a des bénéfices négatifs, ça reste pour l'inconscient, avec les connaissances qu'il a, à ce stade-là, la meilleure solution qu'il a trouvée pour maintenir un équilibre euh, global. Voilà, c'est toujours, selon moi, la meilleure solution avec les connaissances, avec les compétences que l'inconscient a à ce moment-là. C'est pour essayer de contenir aussi toutes ces tempêtes émotionnelles. J'en ai pas parlé, mais il peut y avoir justement cette fuite dans l'intellect. C'est aussi une façon, quelque part, de se dissocier de ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'on ne comprend pas, et de tenter de cesser de souffrir. C'est une stratégie qui n'est pas pérenne sur du long terme, mais qui, dans l'urgence, en fait, paraît la meilleure solution. Et puis, je vais reprendre les mots de Paulo Coelho, qui a écrit notamment L'Alchimiste, mais beaucoup d'autres ouvrages qui sont extrêmement inspirés, que je vous invite également à lire si vous cherchez une lecture intéressante, aspirante, par exemple dans une transition de vie. Typiquement, L'Alchimiste, c'est un bouquin qui parle beaucoup. Et il dit ceci, mon cœur craint de souffrir, dit le jeune homme à l'alchimiste, une nuit qu'il regardait le ciel sans lune. Dis-lui que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même, et qu'aucun n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves. Et ça, c'est prouvé aussi en hypnose, c'est que le fantasme qu'on peut avoir, ou par exemple, typiquement cette technique où la personne s'imagine des scénarios catastrophes pour essayer de se protéger, c'est souvent pire que de le vivre en vrai, de fantasmer en fait. Ce qui pourrait arriver, c'est souvent pire que de le vivre. Donc c'est vraiment, quelque part, on essaie d'éviter la souffrance, mais on en crée beaucoup plus que ce qu'on en évite. Alors justement, ce symbole de l'alchimie, c'est magnifique. Et je me demande encore aujourd'hui si c'est pas ça qui m'a attirée vers ce métier de l'alchimie au départ. C'est ce symbole de transformer le plomb en or et d'aller vers des vibrations plus élevées. C'est ce processus de transformation et de transcendance en fait de cet inconscient pour aller du côté plus sombre, plus humain, plus terrien, dans le sens archaïque, vers des côtés plus lumineux. Équilibré. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut nier l'aspect terrestre et corporel, hein. Certainement pas, parce qu'on sait que Dieu sait que ça conduit à beaucoup de problèmes, hein. C'est ce qu'a notamment euh, promu l'Église, hein, de se couper de l'aspect terrestre, des pulsions, du corps pour aller vers uniquement la lumière. Non, moi je parle plutôt là d'un équilibre. On est autant ancré dans la mort inconditionnelle de la terre et du corps qu'on est connecté avec la grandeur de l'esprit, et c'est tout ça dans un équilibre, en acceptant l'unité de qui nous sommes, qui comprend le corps et qui comprend l'esprit et qui comprend l'âme et qui comprend le tout finalement aussi, la vie simplement qui s'exprime à travers nous. Et c'est pour ça que quand on est connecté à tout ça, on peut tout à fait sentir une connexion avec des plantes, avec les animaux, avec tout ce qui est vivant en fait, avec toute expression de la conscience en fait qu'on peut observer. Alors au niveau, je dirais, plus de notre culture, ce serait le symbole de l'alchimie ou de druidique par exemple. Et au niveau de la médecine indienne, il y a ce symbole de Agni, du feu digestif en fait, que j'aime beaucoup. Je trouve que dans la médecine indienne, il y a beaucoup de clés de compréhension aussi de tous ces phénomènes-là. Et pour la médecine indienne, c'est important de cultiver un bon feu digestif, parce que c'est ce feu digestif qui nous aide à digérer les aliments, mais aussi justement tous ces aspects plus archaïques en nous. Et plus on surcharge le feu digestif, et moins on a d'énergie pour
transcender quelque part. C'est pour ça que beaucoup de yogis, par exemple, pratiquent le jeûne pour limiter un maximum l'énergie qui sera investie dans la digestion des aliments et pour maximiser l'énergie qui sera vouée à la transcendance de l'âme. Et ça va même jusqu'à ces personnes, pas uniquement d'ailleurs des yogis, aussi des personnes en Occident qui sont parvenues à se nourrir uniquement de prana, de lumière, et qui n'ont plus besoin de nourriture solide, et même pour certains qui n'ont plus besoin d'ingérer de l'eau. C'est vous dire jusqu'où, voilà, on peut aller avec l'élévation de ses vibrations et de sa conscience. Alors, le feu, c'est le feu de la transformation. En hypnose, on utilise beaucoup ce symbole, par exemple, du phénix qui renaît de ses cendres. C'est typiquement ça, hein. Le feu, ça fertilise, ça transforme. Et pour avoir un bon feu digestif, il faut avoir l'aspect du vent, de la légèreté, qui est en Ayurveda le dosha Vata, donc qui est la légèreté, la volatilité, et qui a une composante aussi fraîche, hein, plus. Et il faut de la chaleur, il faut pour maintenir un feu, pour dépasser ce qu'on appelle en chimie l'énergie d'activation. Donc vous pouvez souffler sur du bois si vous ne mettez pas une étincelle, il n'y a rien qui va se passer, hein. Et puis évidemment, il faut du carburant, il faut un combustible, il faut l'aspect terrien aussi, hein, pour qu'il y ait un bon feu. Alors, pour que le feu soit pérenne sur du long terme et qu'il ne soit pas soufflé tout d'un coup pour juste brûler tout ce qui se passe, mais qu'il soit un feu vraiment de transformation, il faut un bon équilibre entre les divers éléments, entre l'étincelle, entre la chaleur, un bon équilibre avec l'oxygène qu'on souffle sur ce feu, puis un bon équilibre avec le carburant. Et en chimie, j'ai appris ça, et certainement si vous êtes pompier, vous l'avez appris aussi. Donc il y a 3 éléments fondamentaux qui sont nécessaires, qui doivent être équilibrés pour qu'il y ait un bon feu. Il faut de l'oxygène, il faut un combustible et il faut de la chaleur. Alors, qu'est-ce qui se passe typiquement dans les troubles de type anorexie et TOC? C'est que donc il y a trop de vent en fait, il y a trop d'aspects vata, c'est-à-dire d'intellect. Il y a trop de mental, il y a trop de contrôle, et puis on étouffe le feu en soufflant trop dessus, trop d'air froid qui éteint la chaleur, et puis pas suffisamment de carburant non plus. Donc ça déséquilibre notamment la balance de ce côté-là. C'est comme si vous souffliez un blizzard sur du feu. Voilà, ça va l'éteindre. Donc de quoi a besoin la personne qui souffre de ces troubles-là, où il y a trop d'intellect? C'est de rallumer le cœur, la chaleur humaine, de rapporter la lumière de l'inconscient, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe plus dans les troubles de type boulimique, alcool et drogue? C'est qu'il y a plus suffisamment d'énergie, de volonté, d'intellect. Donc la personne, souvent, elle a même des troubles de la concentration, a l'impression qu'elle peut parfois qu'elle peut plus réfléchir correctement. Elle est envahie aussi par l'aspect émotionnel qui serait l'eau. Ici, c'est comme si vous mettiez plein de bois mouillé sur du feu et que vous apportiez plus suffisamment d'oxygène. Ça va refroidir le feu et ça va aussi finalement finir par l'étouffer, et la personne est emprisonnée dans des mécanismes, encore une fois, compulsifs, archaïques de l'inconscient, qui essaie tant bien que mal de composer avec ce déséquilibre. De quoi a besoin alors ces personnes qui souffrent de ces troubles-là? C'est justement de chaleur humaine, de lumière, pour arriver à se libérer de ce trop-plein d'émotions, de ce trop-plein, de ce déséquilibre intestinal et ce trop peu de sérotonine, de retrouver la chaleur humaine et la lumière pour dépasser tout ça, pour remonter au niveau plus lumineux des comportements. Donc c'est aussi, encore une fois, beaucoup dans le lâcher-prise que ça se passe, et beaucoup dans le relationnel avec soi, avec les autres, et parfois ça passe par le relationnel avec un thérapeute. Et qu'est-ce qui évite beaucoup, qui empêche beaucoup à ce mur de se casser? C'est les jugements qu'on a sur soi et les jugements qu'on reçoit de l'extérieur. Si vous commencez à croire que c'est une question de volonté, que vous devriez y arriver, que c'est par la force, par le contrôle que vous allez, voilà, quelque part vous renforcez tout ce mécanisme-là, et vous soufflez encore plus de vent froid, et vous générez encore plus de culpabilité qui met encore plus d'eau sur ce bois mouillé. Ma vie, ma bataille, pourquoi je parle de ça? C'est parce que fondamentalement, je crois que l'être humain est destiné à se libérer de sa souffrance. Donc si le point A, ce serait l'endroit où vous êtes, là où vous souffrez, et le point B, ce serait la libération, nous sommes tous voués à aller vers cette libération-là. Mais on s'y prend mal, c'est-à-dire qu'on va passer énormément de temps, et pour ma part, mes 10 ans de psychanalyse, c'était ça, hein, c'est
essayer de comprendre et de contrôler comment j'ai fait pour en arriver à, comprendre toutes mes blessures, de comment c'est arrivé le transfert du contre-transfert du machin, tout ça dans un aspect très analytique et très intellectualisé dans le contrôle, en pensant que ça allait m'amener à B. Mais en fait, ça renforce en fait ma position en A, et pendant tout ce temps-là, je suis toujours pas en train d'accepter que pour l'instant, je suis en A, et c'est une condition fondamentale pour aller vers B. Voilà, donc quelque part, ces méandres de ma vie que je traverse, ben, ça a une raison d'être, ça a un sens, ce qui est doit être, et si je passe par là, ça a une raison, c'est qu'il y a quelque chose que je dois apprendre de là. Quel que soit le chemin que je vais prendre, je suis destinée à un moment donné à simplement à prendre de la hauteur. Et donc c'est plus de est-ce que je passe par A, par B, par C, par D', c'est vraiment je prends de la hauteur et je parviens à m'élever dans la lumière et dans la compréhension plus globale de qui je suis, à prendre soin de moi, à accepter tant mes parts d'ombre que mes parts lumineuses, et voilà, à accueillir ce que je suis dans cet instant. Donc voilà, le sens, c'est typiquement cette désintégration positive. J'en parle plus profondément dans une autre vidéo qui s'appelle l'hypersensibilité, une voie vers l'éveil, mais qui reprend donc les notions du docteur Dabrowski et aussi de Eckhart Tolle, qui est à un moment donné, toutes ces phases-là et ces symptômes que je traverse, ça va me conduire indéniablement à me libérer de ces conditionnements et de cette image limitée que j'ai de moi, qui est renforcée par les conditionnements de la société, pour aller vers la libération et pour aller vers voilà, la redécouverte de qui je suis au-delà de cette identification que j'aurais par rapport à moi. Et je reprends les mots du docteur Dabrowski, qui est donc un poète, psychiatre, philosophe de la Deuxième Guerre notamment, qui a vécu la Deuxième Guerre et qui dit que ces états mentaux, comme l'excitabilité accrue et la majorité des soi-disant névroses, constituent en fait une condition nécessaire au développement clair et multipartite et sont l'une des conditions basiques de santé mentale. C'est juste extrêmement puissant ce qu'il dit là, et encore une fois, si vous êtes intéressé par ce sujet du développement de la personnalité et du sens que tous ces symptômes pourraient avoir à un moment donné dans ce développement-là, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'appelle l'hypersensibilité, une voie vers l'éveil. Et que justement, ça ne nous appartient pas de juger par quoi nous passons ou par quoi une personne passe et par quels symptômes elle a besoin de passer pour survivre à un moment donné, et qu'elle a peut-être besoin de toucher le fond, de faire cette expérience-là pour découvrir les parties les plus sombres d'elle-même, les accueillir et ensuite remonter comme sur cette image vers la lumière. Et en hypnose aussi, donc plonger dans l'eau, c'est vraiment plonger dans son inconscient. Alors maintenant, les solutions, parce que oui, il y a des solutions, encore une fois, ce sont peut-être des situations de la vie qu'on traverse, mais ce n'est pas une fin en soi, ça ne vous définit pas, encore une fois, et je ne crois pas trop à ces notions d'attachement à la souffrance, je crois plutôt que la personne ne peut pas se libérer de ses symptômes tant qu'elle n'a pas vu et accueilli les zones les plus sombres qu'il y avait en elle. Et donc c'est un processus de profonde transformation. Et si l'alchimie, c'est la transformation du plan en or, moi j'aurais plutôt choisi cette transformation-là, qui est la transformation du charbon ou du graphite en diamant. Parce qu'au niveau chimique, donc ce sont les mêmes atomes, il va s'agir de les organiser dans quelque chose de beau, de structuré, pour que la lumière puisse transparaître. Et le symbole du diamant, c'est vraiment pour moi le joyau intérieur, cette lumière intérieure, c'est ce que nous avons de plus précieux en nous, qui est là, peut-être à l'état latent, à l'état dense, et que nous devons, par notre chemin d'évolution sur cette terre, d'une vie ou de plusieurs vies, selon vos croyances, transformer pour pouvoir avoir accès à ce joyau. Alors il va s'agir de tailler ce diamant, bien sûr en tenant compte de mon histoire personnelle, ça fait partie de moi, mais ne pas surinvestir dans cet aspect-là, de ne pas partir du principe que ça explique tout, parce qu'il y a justement pour la personne sensible, en tout cas, cette blessure d'identité qui vient d'un manque d'accueil, d'acceptation de sa particularité, qui est important qu'elle puisse intégrer aussi dans son histoire personnelle, justement, pour pouvoir guérir de tous ces messages qu'elle a reçus et de tout ce perfectionnisme, de qui elle aurait voulu être pour être parfaite, pour correspondre à ce qu'on attend d'elle, etc. Et tout ça, ça a besoin d'être entendu et besoin d'être guéri. Et tous les aspects de la neurobiologie également, hein, qu'on ne peut pas changer. Quelque part, cette surstimulation émotionnelle, ça fait partie de nous et ça explique certaines choses, et en prenant soin de ça aussi, on permet d'éviter de nouvelles blessures. Et puis le métabolisme, typiquement dans les troubles alimentaires, hein, même si moi j'aurais tellement voulu faire un 36, un jour il a fallu que je fasse le deuil pour accepter mon corps tel qu'il était, pour l'aimer tel qu'il était. Voilà.
Ça m'a permis aussi de dépasser ça et de découvrir qu'au fond de moi, je pouvais avoir accès à quelque chose de beaucoup plus profond que l'image que je pouvais donner au travers de ma plastique ou de mon esthétique. Et puis voilà, tous ces éléments-là sont évidemment interconnectés entre eux, donc euh, de l'un dépend l'autre, et je crois qu'une des solutions, c'est de ne pas surinvestir dans un des aspects justement et de prendre en compte l'entièreté de qui nous sommes. Et justement, ça va passer par retirer le masque de la personne hautement sensible pour se découvrir en tant que personne hautement sensible. Et ça va commencer par se comprendre et s'accepter dans ma particularité, dans qui je suis, pour oser être une personne différente. Alors, dans les vidéos précédentes, je m'étais arrêtée là et puis j'ai découvert que finalement, beaucoup de personnes se suridentifiaient à ce diagnostic quelque part d'hypersensible et puis ça, quelque part, on reste bloqué là aussi. Donc c'est dommage parce qu'au fond, c'est une différence comme une autre, mais il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent des autres êtres humains que de choses qui nous en séparent. Et puis que la haute sensibilité, c'est un don qu'on a reçu aussi qui nous permet de voir le monde d'une certaine façon et c'est comme les maths en fait. On en veut ou peut-être à certaines personnes qu'on juge comme étant moins bien ou être viles ou être égocentriques et on les juge parce qu'elles sont, voilà, elles sont méchantes, etc. Mais on ne voit pas qu'au fond, quelque part, elles aussi font ce qu'elles peuvent et que eh bien, cette façon qu'on a de voir le monde et d'être relié à ces valeurs profondes, c'est un don qu'on a reçu et que voilà, quelque part, c'est comme si on avait appris instinctivement, intuitivement à comprendre les maths et que d'autres n'avaient pas appris ça et qu'on a vraiment un rôle aussi pour apporter cette lumière dans le monde et pour nous assumer en tant que personnes hautement sensibles, mais avant tout en tant qu'être humain sur cette terre. Et ça nous donne accès, je dirais, au Graal, donc justement à ce développement de cette personnalité pour qu'elle puisse prendre sa pleine dimension. Voilà. Alors encore une fois, j'adore cette phrase de Oscar Wilde qui dit soyez vous-même, tous les autres sont des appris, c'est extrêmement puissant. Donc voilà, on a tous une place, qu'on y croit ou pas. Encore une fois, on est en train de respirer là, donc c'est un sens, on a une place. Il n'y a que nous qui peut prendre cette place. Et puis, ben, c'est peut-être pas facile, il y a des moments de profonde anxiété, de tristesse, de désespoir, etc. Mais voilà, ce sont des phases nécessaires à cet apprentissage-là. Et puis, justement, encore une fois, je vais le redire aussi, mais plus on essaie de rentrer dans le moule, et plus on ressemble à une tarte. Et ça, je crois que c'est vrai qu'on soit neurotypique ou hautement sensible, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit indien, chinois, qu'on soit suisse ou français, etc. Quel que soit, voilà, ce avec quoi on vient s'incarner sur cette terre, on est tous voués à exprimer notre individualité de la manière qui semble la plus juste pour nous, et puis en cessant de nous comparer, et puis en mettant toute cette énergie pour essayer de faire grandir en soi ce lotus, eh bien, je crois fondamentalement que le bonheur est accessible. Je le dis parce que j'ai eu récemment des messages de gens qui me disaient « Mais vous y croyez vraiment que moi je peux être heureux ?» Alors oui, j'y crois. Oui, tout à fait. Je crois que chaque être humain a le potentiel en lui parce que en chaque être humain, il y a cet accès possible à l'inconscient et à la lumière. Maintenant, la question du timing, du rythme, de ce par quoi nous devons passer, ça nous appartient à chacun, mais je crois vraiment que c'est la destinée de chaque être sur cette terre. Sortir justement de cette confusion aussi, quand on s'approprie toute la problématique du monde entier, qu'on se confusionne dans les pensées, dans le regard des autres, on se confusionne dans les émotions des autres, en se sentant responsable de tout le monde, tout le temps. Alors, voilà, tout ça crée une confusion, mais on peut tout à fait apprendre à sortir de cette confusion et aussi à se réconcilier avec les grandes lois universelles. Hein. Justement, je suis là, il y a un sens à tout ça, et je suis programmée pour être heureux, mon corps est programmé pour être en bonne santé, et mon esprit aspire à ça profondément. Donc, soit maintenant je continue de résister à ce qui se passe à l'intérieur de moi, ou, voilà, où je me lance à la conquête de cette merveilleuse aventure de la vie. Trier et décoder aussi toutes ces informations que je reçois. En tant que personne hautement sensible, on reçoit énormément d'informations subtiles, d'intention aussi, de ressenti, d'intuition. Et souvent, le problème vient du fait qu'on interprète mal ça et qu'on va l'exprimer d'une façon maladroite et qu'on ne va pas se positionner et assumer tout ça. Et ça, c'est un apprentissage vraiment pour être heureux en tant que personne hautement sensible et de décoder ce que je reçois comme information et de ne pas me sentir responsable de tout. Et d'arriver à croire finalement à ces intuitions que je reçois.
Et puis voilà, la question de l'adaptabilité, c'est fondamental parce que la personne non sensible va chercher indéniablement à correspondre parce que ça fait partie aussi du développement hein, de l'enfant, il veut être intégré dans un groupe, etc. Donc va chercher à s'adapter et en partie c'est aussi nécessaire parfois. Mais il y a une différence entre la suradaptation et puis cesser totalement de s'adapter et puis devenir psychorigide. Alors ni l'un ni l'autre des positifs et probablement ni l'un ni l'autre ne conduit au bonheur parce que voilà, moi je suis quand même convaincue que nous sommes des êtres sociaux, on a besoin de se sentir connectés, même si on ne peut pas toujours se comprendre intellectuellement. Il y a quelque chose de plus profond qui nous connecte les uns aux autres, et même la science le reconnaît dans maintenant les nouvelles théories quantiques. Donc, pour ouvrir cette fenêtre, justement, hein, si la suradaptation, c'est juste aucune limite, et on est totalement confusionné avec l'esprit et les émotions de tout le monde, et si la psychorigidité, c'est construire un énorme mur qui nous coupe et qui nous isole, ben la flexibilité, c'est simplement ouvrir une fenêtre, et puis peut-être même avec des volets, puis choisir à quel moment, voilà, je peux communiquer avec qui, dans quelles conditions, à quel moment c'est juste, pas juste, à quel moment j'ai besoin de... Voilà, c'est ça. C'est pouvoir être comme l'arbre en fait, avoir des profondes racines ancrées dans la terre, des branches qui s'élancent dans le ciel pour capter la lumière et puis un tronc qui est flexible et voilà, qui peut se plier ou pas en fonction de ce qui est juste pour lui en restant profondément ancré dans sa place, dans qui il est. Ça permet d'aller découvrir que la haute sensibilité c'est une condition et certainement pas une maladie, j'espère que j'ai été claire à ce niveau-là, que recevoir des informations subtiles, ça n'est pas être susceptible, même si peut-être vous avez reçu ce message-là quand vous dites oui, mais tu te poses trop de questions, franchement, non mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Vous avez perçu quelque chose, vous ne savez pas toujours ce que c'est, mais vous avez perçu qu'il y a quelque part une dichotomie entre ce qui a été dit et puis le message plus profond et subtil qui vous est parvenu. Et ça, cette information-là, elle est juste. Maintenant, est-ce que la personne en face de vous est prête à le reconnaître ou pas, c'est une autre chose. Comment vous pouvez communiquer ça, c'est une autre chose, mais c'est une information que vous avez reçue, qui est juste et qui ne fait pas de vous quelqu'un de susceptible, fait quelqu'un de vous, quelqu'un de subtil et qui reçoit justement une subtilité plus importante que la plupart des gens. Vous pouvez devenir responsable, mais ça ne vous rend pas coupable. Voilà. C'est une différence qui est importante parce que se sentir responsable, ça redonne son propre pouvoir. Et je suis responsable de moi, mais alors si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde. Donc je ne suis plus responsable de tout un cas chacun sur cette terre et de la façon dont ils réagissent et de la façon dont ils agissent. Je suis responsable de moi. Et puis je ne suis pas coupable de ce qui se passe parce que j'ai fait de mon mieux, immanquablement. Et ça, j'en suis intimement persuadée. Je ne vois pas pourquoi on aurait le choix entre l'ombre et la lumière et que systématiquement et consciemment on choisirait l'ombre. Non, si on fait les choix qu'on fait, si on en vient à avoir des comportements qu'on juge comme étant négatifs, c'est qu'on fait de son mieux et que c'est encore une fois pour l'inconscient à ce moment-là la meilleure solution qu'il a trouvée. Et plus je me sens coupable et plus quelque part je me bride et plus je m'emprisonne dans la honte qui est poison pour la résilience. Ça aussi, c'est fondamental. Je suis peut-être quelqu'un de vulnérable ou de plus vulnérable parce que justement, je reçois plus d'informations subtiles, mais ça ne fait en tout cas pas de moi quelqu'un de faible. Et même si on a pu me transmettre ce message parfois, que voilà que j'étais quelqu'un de fragile ou de faible, je ne crois pas que j'aurais pu traverser tout ce que j'ai traversé dans ma vie si ça avait été le cas. Maintenant, c'est vrai que j'ai une certaine vulnérabilité à laquelle je tiens d'ailleurs parce que je crois que ça fait de moi une personne meilleure et je crois que c'est une de mes qualités aussi. Donc tout ça, et il y a une conférence sur TED, maintenant je ne me souviens plus exactement qui parle, mais qui parle de la puissance de la vulnérabilité. Voilà, je vous invite à aller voir cette conférence TED. C'est une conférence magnifique. Alors voilà, souvent on nous dit aussi de nous qu'on fuit les conflits, et c'est souvent vrai parce que le conflit génère en nous des choses tellement désagréables que c'est voilà, terrible. On sent la colère qui monte, la tension de nous, de l'autre, etc. Et voilà. Donc juste, nous sommes des personnes qui souvent sont attachées à la relation et on a envie de préserver ça. Et je crois que c'est juste et fondamental. Et c'est possible de quand même pouvoir affirmer qui on est et ce qu'on pense sans partir dans la confrontation. Et le conflit ne veut pas nécessairement dire devoir gueuler, devoir taper et être méchant. Ça peut simplement être qu'on échange des idées et pendant un temps on n'est pas la même opinion et ça peut, voilà, ça fait aussi avancer tout le monde. Donc
voilà, c'est important aussi de pouvoir apprendre à exprimer et pas toujours tout garder à l'intérieur de soi, parce que ça aussi, ça rend malade, hein. Encore une fois, je l'ai dit quelque part plus haut aussi, mais nous sommes sensibles aux informations et si on ne prend pas soin de ça, encore une fois, et qu'on se surstimule sans avoir cette hygiène de vie, on va devenir immanquablement irritable, déprimé ou anxieux, mais c'est pas obligatoire. Il y a une limite, vous pouvez apprendre, on peut véritablement apprendre à sentir ça, à quel moment je me sens fatiguée, à quel moment je dois me retourner dans mon cocon pour me protéger. Et puis ça, j'en parle plus justement encore dans la vidéo qui est l'hypersensibilité, une voie vers l'éveil, mais encore une fois, cette haute sensibilité, elle est présente chez 10 à 20% de la population, c'est aussi présent chez les animaux, donc c'est évident qu'il y a un rôle important à cette population-là. Il est différent, mais il est important, et tout aussi important. Et qu'est-ce qui se passe quand les personnes hautement sensibles n'ont plus droit à la parole et qu'elles ne peuvent plus jouer leur rôle? Il se passe qu'on va justement dans des comportements qui manquent de compassion, qui sont négatifs pour la planète, pour les autres, dans des comportements égocentriques qui finissent par, 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 par mettre en danger la planète entière. Donc, aïe, attention, voilà, hein, on a tous notre rôle à jouer. Et c'est pas parce qu'on est plus subtil ou on va moins foncer dans le tas, là, sans réfléchir, que on est peureux ou idiot. On est juste plus prudent. Voilà, et c'est nécessaire. On ne peut pas tous partir ventre à terre, comme on dit chez nous. Alors là aussi, je ne voudrais pas non plus mettre les gens dans des cases, mais simplement pour dire que les neurotypiques, voilà, ils ont des compétences qu'on n'a pas, ils ont plus ce côté aventurier peut-être que nous, voilà, plus tenter des choses, et c'est très bien, et c'est encouragé, il n'y a pas quelqu'un qui est moins bien que l'autre, mais voilà, si on est tous égaux et qu'on a tous une bonne importance, c'est vrai pour nous les personnes sensibles aussi, et il est temps qu'on arrête de nous-mêmes nous auto-censurer, et voilà, nous en vouloir d'être qui nous sommes. Et puis, encore une fois, faire de son mieux, ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait. De toute façon, la perfection, déjà, premièrement, ça n'existe pas. Et que, justement, se dire qu'en tout temps, je fais de mon mieux et est l'impossible, nul n'est tenu, ça permet de prendre un peu de distance avec tout ça, avec la culpabilité, avec la suradaptation, et ça permet de retrouver un peu de calme. Et c'est vraiment nécessaire de pouvoir développer en soi cette conscience et cette connaissance de moi, je fais de mon mieux. Je ne fais pas toujours juste, voilà. Parfois, j'ai des comportements que j'aurais voulu éviter, parfois, émotionnellement, je me sens inadaptée, parfois j'ai peur, parfois je suis... Voilà, mais je fais de mon mieux, et à chaque jour suffit sa peine. Ça aussi, hein, parfois c'est tellement intense ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'on finit par en avoir peur et passer d'ailleurs pour des gens peureux. Moi, par exemple, je déteste aller sur ces acrobranches, dans à Europa Park, là, ces trucs où on descend à je sais pas combien, à une vitesse incroyable. Vraiment, ça me fait peur. Je déteste ce qui se passe à l'intérieur de moi dans ces moments-là. Il y a des décharges d'adrénaline beaucoup trop fortes pour moi. Mais je ne suis pas a priori quelqu'un qui manque de courage, parce que, encore une fois, dans ma vie, j'ai dépassé des trucs incroyables qui m'ont demandé vraiment d'aller dans mes limites, dans mes retranchements, dépasser mes zones de confort. Simplement que pour moi, la notion de me sentir vivante, elle arrive beaucoup plus rapidement que pour une autre personne. Donc j'ai besoin de moins de stimulation pour me sentir exister, voilà. Mais encore une fois, j'ai été, je trouve, par moments extrêmement forte et j'ai dépassé des choses et certainement que la vie m'en réserve encore, donc je ne suis pas quelqu'un de peureux, je ne suis pas d'accord de dire ça. Pareil, alors par moments j'ai été très naïve, et c'est vrai que ce truc des mondes des bisounours, ça peut franchement nous emmener dans des illusions voilà, où on se ramasse la figure. Mais j'ai découvert ensuite que justement je pouvais apprendre à être authentique et à continuer à croire en ce monde meilleur sans pour autant être naïve, tout en accueillant justement que dans ce monde il y a autant l'ombre que la lumière et que voilà, je me fais beaucoup moins avoir et je fais beaucoup plus confiance à mon intuition et j'arrive beaucoup plus à croire aussi qu'il y a des personnes qui sont malveillantes et qui peut-être qu'il y a des intentions cachées que j'aurais pas vues. Mais ça m'empêche pas d'être authentique et de rester moi-même et de ne pas me renier moi-même dans mes valeurs d'honnêteté et de sincérité. Voilà. Alors ça, c'est une autre façon de le dire, mais nous avons des valeurs profondes et on peut apprendre à quelque part nous battre dans la non-violence pour ces valeurs-là, sans passer pour quelqu'un d'utopique. Et j'en veux pour preuve que de grands sages, grands maîtres l'ont fait. Il y a eu Jésus, il y a eu Gandhi, il y a eu Bouddha, il y a eu Einstein, il y a eu Martin Luther King qui disait par exemple que quand on commence à se taire pour les choses qui ont de l'importance pour nous,
part on meurt à l'intérieur, et voilà. Donc, ok, parfois vous allez passer pour quelqu'un de cuculapraline et d'utopique, ou je ne sais, mais il faut bien que quelqu'un se batte pour ça, et voilà, vous avez le droit. Si vous sentez cette impulsion en vous, euh, vous avez le droit d'exprimer ça. Voilà. Ça fait certainement de mal à personne. Au contraire. Et puis aussi, alors parfois on nous dit ouais, mais toi tu te fais toujours du souci, tu anticipes, mais voilà, quelque part on peut être juste consciencieux sans devenir forcément anxieux, mais juste en étant prudent, en disant voilà, si on va dans cette voie-là, moi je le sens pas quoi, voilà, ça va être donc voilà, si on fait ça, ça et ça comme ça permet de s'assurer d'aller vers des solutions plus positives. Et ça, c'est pas forcément être quelqu'un d'anxieux ou de soucieux, c'est simplement être quelqu'un d'intelligent, de prévoyant et de conscient voilà, que nos actes ont des répercussions. Et puis là aussi, je reviens là-dessus, mais cette idée de psychorigidité, de perfectionnisme, etc., ça c'est vraiment contraire au flux de la vie qui cherche à bouger en nous. Et on peut, voilà, ne pas lâcher le morceau si c'est important, on peut continuer d'être persévérant, d'être déterminé. Et puis, par moments, trouver aussi cette flexibilité dont je parlais tout à l'heure, et ça permet encore une fois de trouver un meilleur équilibre et de mieux vivre sa haute sensibilité. Et ça permet surtout d'ouvrir la sagesse du cœur. Voilà. Il y a aussi un centre d'intelligence dans le cœur incroyable. Ce ne sont pas les neurones, ce sont plutôt des tissus qu'on appelle du myocarde spécifique, mais qui sont capables de transmettre un influx, une information de type électrique, et qui assure d'ailleurs les battements du cœur. Ce qui fait que même si votre cerveau s'éteint, votre cœur peut continuer à battre d'ailleurs, en tout cas pendant un certain temps. Et voilà, c'est vraiment ça, je trouve, qui permet de retrouver un équilibre entre les forces plus sombres, plus archaïques, plus terriennes, encore une fois, du corps, de l'intestin, de l'inconscient, et les forces plus intellectuelles, plus mentales du cerveau, d'être équilibré par cette intelligence du cœur et vraiment à éveiller. Et je pense que c'est une des raisons qui explique aussi pourquoi certaines personnes méditent énormément sans voir de vraies transformations, c'est parce qu'elles restent à un niveau très intellectuel de la méditation sans aller dans cette plénitude du cœur, d'éveiller cette sagesse et cette intelligence du cœur. Et c'est vraiment une des clés. Et comment éveiller cette sagesse du cœur? Ben, c'est en allant dans l'accueil, justement. Et j'adore cette phrase qui dit l'ego analyse et l'esprit accueille. Pour moi, l'esprit universel, cet esprit saint, cette source, elle est dans l'accueil de ce qui est inconditionnellement et dans voilà, cet amour inconditionnel de l'énergie du cœur. Voilà. Il y a aussi l'énergie christique, hein, qui d'ailleurs, le chakra du cœur, c'est celui qui est de l'unicité. Hein, donc c'est vraiment, je pense, la clé pour rééquilibrer justement les chakras supérieurs, plus de l'intellect, et les chakras plus inférieurs des énergies terrestres de l'inconscient archaïque. Donc comment on fait ça? Ben, c'est dans la relation, dans la chaleur humaine, mais aussi en prenant soin de ton corps. J'adore cette phrase, je remercie encore la personne qui me l'a transmise via la découverte de son site internet, qui est prends soin de ton cœur pour que ton âme ait envie d'y rester, de ton corps. D'ailleurs, c'est un lapsus, mais voilà, prends soin de ton corps, de ton cœur, pour que ton âme ait envie d'y rester. Et c'est vraiment, pour moi, une des clés. On ne peut pas nier son corps, les besoins du corps, ça ne sert à rien, c'est pas pérenne, et ça ne nous permet en tout cas pas d'atteindre justement ces niveaux de bien-être, de plénitude et de bonheur inconditionnel. C'est pas obligatoirement tout le temps des moments de joie, mais c'est un état où on est ancré vraiment dans ce qui est, dans le présent et dans l'acceptation. Et puis ça passe par une bonne nourriture saine pour ceux d'entre nous qui doivent encore manger, qui n'ont encore pas atteint cet état de manger uniquement du prana, de passer par la santé de l'esprit aussi. J'ai mis le yoga là, mais c'est vraiment cette technique de méditation, d'apaisement de l'esprit qui permettent de maintenir un bon équilibre, une bonne santé psychique et physique. Ça se résume par ça, keep calm, donc ça c'est au niveau de l'esprit, hein, et love yourself, c'est-à-dire nourrir cet amour, cette énergie du cœur, d'abord pour soi, pour son corps, pour toutes les parties de soi, qui permettent vraiment à l'âme de s'élever et d'accomplir sa mission sur Terre. Aussi de développer bien sûr sa créativité et se relier aussi à cet enfant intérieur qui s'exprime à travers cette créativité. Alors moi personnellement,
Dans ma famille, je suis vraiment la plus nulle au niveau de ça, hein. Ma mère, mes sœurs sont extrêmement douées dans la peinture, la couture, la céramique, etc. Ils ont vraiment réussi à... Ils ont quand même une intelligence là dans leurs mains, c'est incroyable. Et moi, moins, c'est vrai. Mais je trouve d'autres moyens d'exprimer ma créativité parce qu'encore une fois, il y a d'autres façons d'exprimer ça, son identité. Et puis quand j'ai cessé de me comparer à elle, et puis que j'ai appris à m'exprimer, moi, à travers ma particularité, ma créativité particulière, j'ai pu découvrir une partie de moi et me réconcilier avec cette partie de moi et avec cet enfant en moi qui voulait tellement, qui cherchait tellement à s'exprimer, et ça m'a apporté énormément. Voilà, en chimie d'ailleurs, on en parle beaucoup, dans physique, on en parle beaucoup, dans les lois universelles, on en parle beaucoup, et dans les lois spirituelles également, l'équilibre, c'est essentiel. La voie du milieu, comme disait Bouddha. Donc voilà, un équilibre entre les moments de stress, d'activité, les moments de calme, qui est propre à chacun, un équilibre alimentaire, un équilibre spirituel, un équilibre émotionnel, pour aller justement vers cette paix, quelque chose de profond et d'essentiel, qui cherche à s'exprimer à travers nous. Et qui se résumerait dans cette phrase magnifique qui est reprise par les alcooliques anonymes et Al-Anon, qui est l'association pour les personnes proches, codépendantes d'alcooliques ou de personnes droguées d'ailleurs. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Alors ça, c'est ma neurobiologie, le fait que j'ai une haute sensibilité congénitale, le fait que j'ai des blessures, le fait que j'ai un passé, le fait que j'ai une hérédité ou des vies antérieures pour ceux qui croient à ça. Ça fait partie des choses que je ne peux pas changer. Ma morphologie, mon métabolisme, je suis un homme ou une femme, je ne peux pas, a priori, sauf chirurgie, enfin voilà, qui je suis, je ne peux pas le changer fondamentalement, mais donne-moi le courage aussi de changer les choses que je peux changer, c'est-à-dire le regard que je porte sur tout ça, comment je l'accepte, comment je le vis, cet équilibre que je peux créer à l'intérieur de moi, cette hygiène que je peux petit à petit, un pas après l'autre, mettre en place dans ma vie. Et puis justement la sagesse de faire la différence entre les deux. Donc quelles sont les choses que je dois accepter, voilà, et les choses qui peuvent changer, dans lesquelles je dois mettre de l'énergie. Et ça, c'est une forme de sagesse, justement, de où je mets cette énergie-là. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Étrangement aussi, un truc incroyable qui se trouve dans la puissance du lâcher-prise, c'est que parfois en accueillant quelque chose tel qu'elle est, ça lui permet justement de se transformer. Apprendre à vivre mes émotions, à les laisser exister, à les exprimer. Encore une fois, peut-être qu'il y a une façon intelligente d'apprendre à le faire, une façon adéquate d'apprendre à le faire, et aussi d'apprendre quand on n'arrive pas à le faire de façon adéquate d'ailleurs, d'être bienveillant avec soi, mais de laisser cette énergie de vie qui cherche à s'exprimer à travers moi et tous ces messages que je reçois au travers de ces émotions et de ces sensations qui se passent à l'intérieur de moi. Et j'ai repris encore une fois cette image de vice-versa, de ce dessin animé magnifique. J'ai adoré, si vous ne l'avez pas encore vu, vraiment, je vous encourage. Et ça, c'est essentiel aussi, apprendre à apaiser son esprit, comme on le voit là, elle a ses mains en prière au niveau du chakra du cœur, et à veiller justement cette intelligence du cœur dans le calme et dans la paix et dans la connexion aussi avec la nature. J'ai vu récemment un documentaire d'envoyé spécial sur l'intelligence des arbres qui m'a été transmis par ma sœur, qui me transmet énormément de choses d'ailleurs, qui me permettent d'avancer. Et on voyait cette incroyable intelligence des arbres dont moi en tout cas, j'avais pas du tout conscience avant ça. Et c'est magnifique. Et comment, en fait, rien qu'une personne dans un laboratoire, elle regarde une image de forêt, puis elle se sent mieux. Parce qu'on est fait en fait pour être relié à cette nature. Et il y a énormément de choses qui se passent au niveau subtil et au niveau aussi chimique quand on est en forêt, qui est d'ailleurs développée sous forme d'une thérapie, hein, par la nature. C'est juste magnifique. Et d'ailleurs aussi la connexion avec d'autres êtres vivants, comme par exemple si vous aimez les animaux, voilà, c'est incroyable ce qui peut se passer quand on entend le ronronnement des chats ou quand on caresse un animal. Ça pèse énormément et ça relie à cette chaleur justement dont on a besoin pour évoluer. Trouver aussi un sens à sa vie, redonner un sens à sa vie, parce que parfois quand on se pose tellement de questions de sens de sa vie, on finit par le perdre parce que justement c'est trop intellectuel et que c'est aussi dans simplement laisser la vie s'exprimer à travers soi qu'on trouve le sens et la direction qu'on veut lui donner en suivant aussi son intuition. Et finalement, de trop se poser la question est-ce que ma vie a un sens,
ça rend anxieux parce que forcément elle a un sens, sinon vous ne seriez pas là. C'est évident pour moi, c'est une des lois fondamentales de l'univers, tout ce qui est doit être. Et si en vous il y a cette puissance de vie qui fait respirer votre corps, c'est que ça a un sens, point à la ligne. Et vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour être aimé, mais simplement vous vous sentirez mieux si vous laissez cette vie s'exprimer à travers vous, du mieux que vous pouvez, et de continuer à croire à ça, de garder l'espoir que vous pouvez trouver cette voie-là, parce qu'elle existe pour chacun. Encore une fois, j'en suis intimement convaincue, persuadée, vraiment du plus profond de chacune de mes cellules. Et puis voilà, j'adore. Alors près de chez moi, à Vevey, il y a un musée Grévin qui est le musée de Charlie Chaplin. On peut aussi d'ailleurs visiter une maison à Vevey dans laquelle il a vécu pendant longtemps. Et en visitant ce musée génial que j'adore, les musées Grévin, particulièrement celui-ci, j'ai tombé sur une carte postale qui reprenait une de ses phrases. Elle lui disait parfois on pense trop et on ressent pas assez. Et c'est ça en fait, la vie c'est pas quelque chose qui se pense, c'est quelque chose qui se ressent. Voilà, cette énergie vitale qui s'exprime aussi à travers les enfants, dans leur sincérité, leur authenticité, à travers cet animal qui est trop chou. C'est vraiment quelque chose, voilà, c'est rien d'utopique, c'est juste beau. Euh, Retrouver cette capacité à laisser la vie circuler en soi. Et moi, je crois que c'est pas parfois on pense trop, c'est que vraiment la plupart du temps on pense beaucoup trop. Et comme le dit Einstein aussi, on a surinvesti dans ce mental rationnel, alors que le don se trouve dans le mental intuitif, dans cette capacité en nous d'être reliés à la vie. Et qui nous permet aussi de retrouver cette capacité de l'enfant intérieur, de l'émerveillement, sans encore une fois être forcément naïf, cuculapraline et tout ça, parce qu'entre-temps, il y a aussi une partie de nous qui a grandi, qui est devenue singe et qui voit le monde tel qu'il est, mais ça n'empêche pas qu'il reste beau et que ça reste magnifique typiquement de voir ces fleurs-là qui volent et ce sourire sur cet enfant, cette lumière dans ses yeux, c'est juste beau quoi, ce qui s'exprime à travers ça. Et justement, si toutefois vous vous en étiez pas encore rendu compte, en fait, ce que vous peut-être parfois vous trouvez que ça vous fait souffrir, ce trop plein d'émotions, ce trop plein de sensations, c'est en fait un potentiel créateur énorme que vous avez, et que certaines personnes, quand elles sont coupées de ça, elles vont jusqu'à se jeter d'une falaise, être tenues par un fil pour essayer de ressentir des sensations, de se sentir vivant, mais waouh quoi, c'est pas nécessaire quand on est connecté à ça d'avoir à prendre des risques comme ça. Enfin moi, voilà, pour moi, ça fait pas de sens parce que j'ai pas la sensation d'avoir besoin d'en arriver là pour me sentir vivante et c'est ce qu'on cherche tous au fond. Et d'ailleurs, quand on peut plus se sentir vivant, ça nous rend profondément malheureux. On vient avoir recours à des stratégies inconscientes de manipulation, de prendre des drogues, de manger, etc. Tout ça pour essayer de se sentir vivant, pour retrouver le plaisir de vivre, alors que c'est juste là au fond de nous quelque part, à l'état peut-être latent pour l'instant, mais qui demande qu'à s'éveiller. Et je terminerai par ça, le monde a besoin de vous, j'y crois fondamentalement, mais peut-être pas par des choses qu'on devrait faire ou que voilà qu'il faut qu'on soit assez bien pour pouvoir le droit d'être là, c'est plutôt par voilà, en se sentant vivant, ne nous demandons pas ce que nous pouvons faire pour le monde, mais demandons-nous ce qui nous rend vivants, ce qui nous met en vie, car ce dont le monde a fondamentalement besoin, c'est de gens qui soient en vie et qui se relient à la vie et qui cherchent à faire fructifier cette vie et à prendre soin de cette vie, vraiment. Voilà. Alors, j'en ai fini avec cette conférence qui a été longue une nouvelle fois. J'espère qu'elle aura été riche et qu'elle vous aura donné des pistes. Et puis, voilà, si vous voulez en savoir plus sur les techniques que je pratique ou sur l'hypersensibilité en général, vous avez des informations sur mon site internet que je rappelle ici, www.méditation-hypnose.ch. J'ai également une chaîne YouTube sur laquelle il y a d'autres vidéos disponibles et puis une page Facebook que vous pouvez liker si vous voulez, où j'essaie de mettre de temps en temps des choses qui m'inspirent, des documentaires intéressants, ou typiquement si je sors une nouvelle vidéo, voilà, je vais le mettre sur cette page Facebook. Alors, quelle thérapie je pratique? Alors, notamment de la méditation, ou notamment de la pleine conscience, des méditations d'éveil de cette énergie du cœur, de cette reliance à la bienveillance du corps, et puis des techniques d'hypnose, parce que parmi toutes les autres techniques, c'est dans celle-ci que je me retrouve le mieux, mais bien sûr, j'inclus là-dedans toutes les autres choses que j'ai apprises au niveau de la voix chamane, des techniques corporelles, voilà, etc., que je simplifierai ou je résumerai dans ce terme de techniques hypnotiques, qui sont donc simplement des techniques qui permettent
qui me permettent d'accompagner la personne dans des états de conscience modifiés, mais j'aborde aussi certains sujets de nutrition, de phytothérapie, etc. J'ai un package qui s'appelle Spécial Sensible, qui est spécialement destiné aux personnes sensibles, qui est quand même une thérapie à la carte, hein, où on va voilà, identifier quelles sont vos voies, vos sphères de développement essentielles, primordiales pour vous dans cet instant. Et puis un package plus complet en 8 étapes qui s'appelle la voie du corps, la voie du cœur, dont le but étant finalement d'apporter une structure à l'acquisition de divers outils, mais pas intellectuels, plus dans l'expérience, encore une fois dans le corps et dans l'expérimentation. Parce que souvent les personnes que j'accompagne, elles ont déjà énormément réfléchi, lu, se sont beaucoup interrogées, elles ont fait souvent beaucoup de thérapie déjà, et puis elles peinent un peu à incarner tout ça dans la matière. Donc c'est vraiment le but de ce programme, c'est de faire une synthèse de toutes ces notions sous le regard de la haute sensibilité, puis de donner des voies pour en faire l'expérience vraiment dans la matière. Voilà. Je vous remercie infiniment de votre attention et si vous avez des remarques ou des commentaires, des questions, vous pouvez toujours m'écrire sur mon adresse email info@anizen.ch. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur, je vous aime et je vous souhaite vraiment le meilleur du monde. Au revoir.